Salut tout le monde, bonjour Michael. Salut Fred. Alors on se retrouve sur cette vidéo euh, qu'on a titrée l'Odyssée, euh, mythe-analyse d'un retour vers soi, où on va parler entre autres du, du film de Christopher Nolan. On fera une petite analyse, mais on va revenir plus généralement aussi sur les mythes d'Homère et pas que. Mais on va quand même un peu se concentrer sur ça parce que ça fait un petit peu l'actualité artistique du mois de juillet avec la sortie de l'Odyssée du film de Christopher Nolan. Alors, Michael, est-ce que tu peux te présenter à nouveau, même si on avait fait quelques vidéos ensemble sur cette chaîne, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Oui, bien sûr. Bon, c'est vrai qu'on se connaît depuis quelques années, hein. On avait fait des vidéos sur les archétypes. Ouais. Une belle vidéo à l'époque, je me souviens. Mm. Moi, je suis thérapeute et coach de vie. Je suis chercheur un petit peu euh, multithématique, hein, depuis au moins 25 ans. Je me concentre essentiellement sur une vision psycho-spirituelle, hein, de l'être humain, une vision intégrale, intégrative dans le sens qui inclut les dimensions les plus importantes de l'être humain, aussi bien le physique, l'émotionnel, le mental, et la dimension du sens, la dimension spirituelle aussi, pour ceux qui y croient et qui raisonnent avec ça. Et donc, voilà, aujourd'hui, je viens parler de l'Odyssée parce que les mythes font partie, de mon point de vue, des matériaux fondamentaux de connaissance de soi que j'utilise, moi, dans mes approches. Aussi bien au niveau psychologique, le mythe peut être un outil thérapeutique, et aussi bien au niveau spirituel, l'outil est le mythe est un outil de connaissance de soi, hein, et de connaissance du soi, voilà, de son être essentiel. Euh, voilà, donc moi, ça fait 25 ans que je chemine un petit peu tous azimuts. J'ai un peu visité les traditions principales, aussi voie spirituelle et psychothérapeutique, pour avoir une vision d'ensemble de l'être humain. Et voilà, c'est ce que je propose dans mes accompagnements en visio ou sur Nice. Voilà. Oui, oui, ça fait plusieurs maintenant, plusieurs décennies quand même maintenant, en fait, Ouais, ça fait, ouais. que tu es thérapeute, coach de vie. Ouais, 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 ouais. Disons que la thérapie, pour moi, c'est la phase importante en termes de rencontre de ces blessures émotionnelles, hein, pour comprendre notre fragilité, notre humanité, travailler sur l'estime de soi, éventuellement des blessures qu'on a pu glaner dans l'enfance liées à notre environnement familial, et les blessures qu'on peut avoir dans une vie. Et dans ces moments-là, on a besoin certainement qu'on nous prenne la main, qu'on ait de la bienveillance sur soi et puis qu'on lui donne les mots qu'il faut pour permettre de voir là où on peut aller pour aller mieux. Voilà, c'est la dimension de la thérapie. La dimension du coaching, c'est davantage le développement personnel, c'est-à-dire développer nos talents, aller vers nos objectifs de vie. On a aussi besoin d'être guidé, d'être motivé. Donc le coach intervient à cet endroit-là. Et ensuite, il y a ce que j'appelle le mentorat, hein, que mentor est dans l'Odyssée, hein. Ça Mm. vient de là, hein, c'est-à-dire une forme de parrainage bienveillant, aussi bien au niveau des hommes, c'est-à-dire au niveau du masculin, ce que j'ai appelé le masculin intégral, hein, c'est-à-dire développer une nouvelle masculinité pour notre époque, qui puisse intégrer le meilleur de ce qu'ont été les hommes de tout temps, avec ce qu'ils deviennent aujourd'hui, dans l'accès plus facile à leurs sentiments, à leur sensibilité, mais tout en étant ancrés dans ce qu'ils ont toujours été, leur puissance d'exister, hein. Et on va le voir justement dans le mythe, hein. C'est un bel archétype du masculin, Ulysse, un certain masculin. Voilà. Oui, d'ailleurs, alors, du coup, tu as vu le film, Ouais. évidemment, on va en parler. Alors, pourquoi les mythes et particulièrement l'Odyssée occupent-ils une place importante dans ton travail? Il est devenu de plus en plus important ces dernières années, alors que pendant des années, c'était d'autres mythes qui véhiculaient autour de moi. Il y a eu
Il y a eu le mythe des 12 travaux d'Héraclès, que j'ai beaucoup travaillé dans la conquête du masculin intégral, et aussi avec les hommes, en séance et dans les stages. Ensuite, il y a eu le mythe de Narcisse, hein, qui est un beau mythe aussi sur la sensibilité, sur la connaissance de soi. Et ensuite, l'Odyssée est venue comme une œuvre immense. Alors, moi, je suis un enfant des années 80, et donc j'ai connu Ulysse 31. Euh, voilà. Et Ulysse 31, moi, c'est vraiment un dessin animé qui m'a marqué. Et je me souviens qu'en sixième, on nous a demandé de lire l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Et je crois que c'était un choc. Alors, certainement qu'il y a eu un ancrage avec Ulysse des années 80, mais peut-être il y a d'autres choses sur d'autres Ouais, plans. c'est culte comme dessin animé, ouais. Bah ouais, quand même. Et donc, l'Iliade et l'Odyssée, je me souviens que c'est le seul livre que j'ai dû lire 2 fois quand j'étais en sixième, tu vois, tellement qu'il m'avait marqué. Donc, quand je me suis formé à la mythologie, au symbolisme, aussi à l'approche jungienne, hein, des mythes, bah, Ulysse est revenu comme une immensité, en fait. C'est une immensité. Et puis le fait que, bah, voilà, il y a un film qui parle de cela, bah, forcément, ça réveille des choses à l'intérieur. Pourquoi l'Odyssée? Parce que je pense que la vie humaine est une Odyssée. Hein. On naît, on avance dans la vie, on rencontre des épreuves, on se perd, on fait des mauvais choix, on regrette, et puis on a certaines attitudes par rapport au réel, par rapport aux gens, puis on reçoit le réel en choc en retour, on a des blessures, mais au fond, on cherche tous à retourner en Ithaque. Hein, et on verra qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation possibles de ce qu'est le retour. Mais en tout cas, retour à un état euh, de paix, de plénitude. Hein, je pense qu'on cherche ça. Donc voilà, pour moi, Ulysse, c'est l'homme en chemin, hein, qui passe par des ruptures, qui passe par un ancien monde, qui arrive à des limites, qui vit des pertes, des tentations, des transformations, pour enfin retourner à son identité véritable, hein, retrouver son identité véritable, son centre, son foyer d'être. Hein. Donc voilà, pour moi, Ithaque, c'est pas seulement un lieu géographique, dans une géographie possible. Je sais que au niveau géographique, Ithaque existe en Grèce. Hein. On ne sait pas si c'est vraiment l'Ithaque de l'époque, en tout cas, ça existe. Mais ici, je ne vais pas aborder les choses d'un point de vue de la mythologie comparée ou des études universitaires sur la réalité historique des choses. Bien que ça m'intéresse, ça me passionne, hein, mais en même temps, ça peut être un peu réducteur aussi sur la nature du mythe. Là, on va essayer de l'aborder du point de vue symbolique, du point de vue psychospirituel, et de voir un petit peu où ça parle en nous, comment ça parle en nous, et comment le mythe peut être un guide de transformation intérieure. Voilà. Là, en fait, tu mets le doigt sur un petit peu le cœur du film de Nolan, parce qu'il y a une dimension justement philosophique et psychologique de, de l'Odyssée d'Ulysse dans la vision de Nolan. Alors, on va parler justement du film. Toi, euh, le film de Christopher Nolan, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué? Selon toi, retranscrit-il bien l'esprit de l'œuvre d'Homère? Mhm. Alors, bon, c'est intéressant, c'est qu'avant de voir le film de Nolan, je me suis refait les anciens films sur Ulysse. Euh, donc, le plus ancien, c'est le film avec Franco Rossi de 1958, qui est en fait très long. En fait, à l'époque, c'était des téléfilms d'1 heure et demie. Je crois qu'il y a 5 ou 6 téléfilms qu'on peut retrouver sur YouTube. Hein. Et à l'époque, le défi de ce Franco Rossi, c'était les textes exacts d'Homère. C'était pas une adaptation. Ils ont vraiment essayé de prendre exactement les textes. Donc c'est intéressant pour se remettre dans le phrasé de l'époque. Donc voilà, je suis repassé par lui. Ensuite, Francis Ford Coppola, dans les années 90, avait fait son Odyssée aussi. Encore un autre style. Et ensuite, il y a eu le très bon film avec Ralph Fiennes,
vraiment The Return, qui est sorti il y a 2 ans, qui est vraiment exceptionnel. Moi, j'aime beaucoup cet acteur, avec Juliette Binoche qui joue Pénélope, qui est vraiment centré par contre uniquement sur la phase du retour à Ithaque, qui est très très bon. Et bien sûr, le film de Nolan. Alors, je crois qu'on fait l'Odyssée qu'on est. C'est-à-dire, chaque réalisateur, il va insister sur certains aspects en fonction de ce qu'il est, de ses valeurs, de la vision qu'il a envie de donner. Et c'est rare qu'ils ne sont pas exhaustifs les uns envers les autres. Moi, ce qui m'a frappé chez Nolan, c'est la qualité d'image déjà. Hein, c'est l'aspect brut, tu vois, pas surfait. Même les effets spéciaux, il y en a, mais au fond, ils sont presque pas là. Il y a quelque chose de cette terre naturelle, de ces lumières. Et puis, il y a un travail sur la photographie qui est magnifique, qui donne vraiment cet aspect archaïque profond. Tu vois, on est vraiment on est immergé dans le mythe. Et plus la musique, alors si on le voit en Dolby, voilà. Déjà, il y a un choc à ce niveau-là qu'on n'a pas chez les anciens films de l'Odyssée, même dans 3, on ne retrouve pas ça. Donc voilà, déjà ça. Ensuite, il a essayé d'avoir une certaine chronologie. Bon, il n'a pas traité bien sûr toutes les épreuves. Il a des fois mixé une épreuve avec une autre, mais au fond, finalement, on se laisse embarquer facilement. Même si on est puriste de l'Odyssée, on se dit, bon, on va voir qu'est-ce qu'il peut en faire. Et c'est porté par aussi des acteurs magnifiques qui crèvent l'écran. Hein. Matt Damon, moi j'avais un petit doute envers lui par rapport à, bon, bah, il ne fait pas très méditerranéen, quoi. Mais au final, magnifique. Ouais, l'intensité aussi dramatique qui monte avec la musique. Hein, vraiment, il y a quelque chose c'est comme si en fait les acteurs jouaient avec la musique d'arrière-plan et que l'arrière-plan en fait jouait avec eux. Il y a comme un dialogue qui se fait entre l'intensité dramatique des échanges entre les acteurs et l'intensité musicale qui rythme ça de manière magistrale. Euh, pour moi, c'est un très très bon film hein, sur l'Odyssée. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Euh, et aussi, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que bien sûr, il ne traite pas l'aspect qu'on va parler peut-être un peu ésotérique ou initiatique, au sens que l'Odyssée est un manuel qui parle des aspects qui vivent en nous. Hein. Mais il y a quand même cette réflexion philosophique de qu'est-ce qu'un homme euh, quelles sont, quelles sont les figures qu'un homme déifie et en quoi il peut se tromper d'idole à un moment donné et qu'en réalité, ce qu'il cherche réellement, c'est pas ce qu'il croyait chercher dans un premier temps. Et combien on est dans nos vies pendant longtemps à chercher des choses qui sont peut-être pas le fond de notre cœur. Donc ça, je trouve que c'est assez bien retranscrit, cette errance nécessaire pour retrouver ce qui a de la valeur. Mmh. Déjà, par rapport à la musique, chez Nolan, c'est assez important. Là, la musique, de l'Odyssée, elle est composée par, Ludwig, Göransson. Oui, il a déjà travaillé avec lui, hein. Oui. Voilà et puis, on se souvient que Nolan, il y avait, Hans Zimmer qui avait fait les musiques de Mmh. Inception. En l'occurrence, d'ailleurs, Inception, déjà, il touchait à des thématiques d'introspection, de Ouais, strates dans l'esprit, de façon très allégorique, hein. ouais. Le film est très, très puissant et là, avec, bah, l'Odyssée, il y a un côté psychanalytique, de l'Odyssée, une vision, comme tu dis, c'est la vision de Nolan, hein, mais elle est pas déconnante, du coup, Non, non, non. je trouve qu'elle est, waouh! C'était, une agréable surprise en allant le redécouvrir, du coup, à travers son regard. Bah, C'est une ce qui est vraie oui, proposition d'auteur. ah oui, oui, C'est une vraie proposition d'auteur, là, pour le coup. totalement. Et c'est intéressant parce que quand tu vois un petit peu, tu parlais d'Inception, euh, ce qui est intéressant chez Nolan, c'est qu'il aime toutes ces thématiques, le temps, la mémoire, l'identité, des mondes ambigus, tu vois, des personnages qui sont toujours confrontés à des choses impossibles.
Et souvent dans ces films, on retrouve un petit peu ces thématiques-là, Inception, même le Batman, tu vois, il y a quelque chose comme ça, tu vois, Ouais, même sur il avait fait Interstellar. Hmm. il y avait même un de ses premiers films là sur la mémoire, Memento? Memento, ouais, et avec le gars, tu sais, il faut qu'il retrouve la mémoire, qu'il écrit, qu'il prend des notes et tout. C'est quelque chose qui le travaille. Là maintenant, on peut le dire, hein, C'est ça, sans trop se ouais, tromper. Il y a des thématiques comme ça qui sont nolanesques, on va dire, tout à qui fait. reviennent hein, quand même Ouais. d'un Ouais, film à c'est les l'autre. thèmes qu'il habite, hein, Ouais, ouais. il se rencontre, je crois, à travers ce qu'il donne dans ses films, hein. Euh, voilà, c'est ça qui me touche aussi dans sa vision d'aborder, en général, ses films, hein, mais on sent beaucoup de lui quand même dans cette Ulysse aussi, hein, dans ce rapport à l'identité, à la perte, au souvenir. Voilà, il y a une trame quand même. Alors, c'est vrai que il nous donne à voir un certain Ulysse, hein, un certain Ulysse avec ses doutes, avec ses fragilités. C'est pas le héros homérique de l'Iliade, hein. L'Iliade, c'est Achille, c'est Ajax, c'est la gloire du guerrier qui doute pas, hein, qui fait ce qu'il a à faire dans un premier temps, hein. Mais justement, l'Odyssée, c'est comme si qu'il y avait une dépression entre les deux, tu vois. Ils se Il y a sont une rendus. rupture. Il y a Ouais, une il y a une rupture. rupture. Il y a une Il, rupture. Hein. il s'est rendu compte que ce qu'il a fait, c'est en fait un massacre, hein. Mm, Sa ruse, son intelligence a permis un massacre. mm, Et là, en fait, il revient là-dessus. Et je crois mm, qu'au fond, même s'il veut rentrer, il veut pas rentrer. Et je crois qu'il se punit de ne pas rentrer. C'est mon interprétation. On peut mm, lire un petit peu son filigrane chez Homer. On le voit mm, un petit peu chez Nolan quand il dit, bon, on va partir quelques jours, mais il n'y croit pas. Il a honte peut-être de revenir, même. Ou peut-être il faut qu'il se retrouve lui-même. Mais il y a, tu sais, cette thématique, elle était même présente dans son avant-dernier film, Oppenheimer, le Oui, scientifique qui, avec la bombe oui, atomique, oui. etc., les répercussions que ça a, etc. Puis en même temps, c'est un progrès. Bon, la science, donc il y a le côté progrès, puis il y a finalement la récupération que des politiques peuvent en faire. Et on Hmm. a un peu déjà cet aspect-là, hein. Là, c'est à travers Agamemnon Oui. qui, par son ambition, va utiliser les talents, notamment celui d'Ulysse, qui est la ruse, mais voilà, à quelle Et fin au d'Achille final? Ouais, et de ouais, tous, hein, ouais, ouais. à se déguiser sous le fait qu'il veut venger l'honneur de Ménélas qu'on lui a piqué sa femme, quoi. Mmh, mmh. Ça, c'est un prétexte en réalité, Ouais, hein, ouais, ouais. ce qui est Non, bien mais tombé. c'était bien raconté dans 3, tu sais, le Oui, film ouais. 3 avec Brad Pitt, justement. Et même si le casting est différent, je Mm. trouve qu'il l'aborde d'une façon assez réaliste et les dieux sont évoqués à travers des dialogues. On comprend que c'était les croyances de l'époque, etc. Et là, en fait, on pourrait embrayer derrière avec l'Odyssée, même si c'est un autre casting, on retrouve ces personnages en partie, hein, puisque certains meurent carrément pendant la guerre de Troie. Mais c'est intéressant de voir que ben, ça fait une belle suite quelque part, hein. Les films se répondent, bon, forcément, puisque c'est des adaptations de l'Iliade et de l'Odyssée, hein, littéralement. Mais il y a. Alors, on fera des zones spoilers, hein, forcément, dans cette vidéo, parce qu'on est obligé un petit peu par rapport à, on va dire, la façon dont le, l'aspect psychologique, tu sais. Alors ça, on va le développer, je On pense, va tu le vois, développer au fur et à mesure. On voilà, va y aller au sur fur et à sur mesure. la symbolique. Ouais. Tu vois, sur cette idée, euh, je pense que c'est la question la plus intéressante quand on est face à une œuvre pareille. Et c'est pourquoi est-ce qu'une histoire comme ça, tu vois, l'Odyssée, aussi vieille, presque 3000 ans hein, quand même, bah, ça continue encore à nous fasciner aujourd'hui. Voilà. Pourquoi Ulysse?
il nous parle vraiment encore aujourd'hui, à nous contemporains. Tu vois? Mhm. Ça, Est-ce que c'est seulement un récit d'aventure ou une œuvre beaucoup plus profonde? oui, 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 c'est ça. Il y a quelque chose d'intemporel, de mon point de vue, et c'est ici qu'on touche la dimension, de mon point de vue, archétypale. Hein. Mhm. La définition d'un archétype, c'est une structure de sens qui est universelle, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans de nombreuses cultures. Hein, c'est-à-dire, ce sont soit un schéma mythologique, comme le mythe du héros. Il y a un héros qui est là, qui est un peu désœuvré, il lui arrive une catastrophe, il perd tout, il rencontre un mentor, ce mentor le forme, il sauve la planète, et puis il revient enseigner aux siens. Ça, c'est Star Wars, c'est toutes ces choses-là qui sont repris sur cette idée. Hein, ce sont des mythologèmes, des structures narratives universelles. Et les archétypes, ce sont des visages, des figures qu'on retrouve un petit peu dans le monde entier. Par exemple, le roi, le guerrier, le sage, la reine. Voilà, on retrouve ces structures archétypales à peu près dans toute l'humanité, à des époques différentes, et même des civilisations qui n'ont pas eu de contact forcément direct. Hein, voilà, donc ça, c'est intéressant. Euh, Pourquoi ça parle autant? C'est parce que ça parle de la vie humaine. Tu vois, ça ne parle pas d'une époque en réalité. Parce que naturellement, l'inconscient, il retranscrit les choses à son époque actuelle, avec ce qu'il vit. Et donc, quand il voit Ulysse qui réussit quelque chose et puis qui doute de ce qu'il a réussi, ça parle de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, ça parle de nos gloires éphémères qu'on va chercher et qu'en réalité, le vrai sens de nos vies est ailleurs. Donc, les décors vont changer, les technologies changent, les sociétés changent, mais les expériences humaines, elles restent. C'est-à-dire l'amour, la peur, le désir, la perte, la solitude, la fidélité, l'identité, la mort, le sens de la vie. Tout ça, c'est toujours... aucune génération n'a trouvé une solution définitive. C'est pour ça que 3000 ans après, c'est une œuvre qui continue à parler. Oui, oui. Pour moi, les mythes, et l'Odyssée, c'est vraiment pour moi le mythe occidental par excellence, hein, occidental, j'entends, de notre civilisation, en tout cas, hein, grecque et judéo-chrétienne. Euh, le mythe, c'est un langage universel. C'est-à-dire, euh, c'est un récit symbolique qui va donner une forme à une vérité humaine que tout le monde peut comprendre, tu vois, peu importe son niveau d'éducation, parce que ça parle en images, parce que ça parle en analogie. Ce sont un peu comme des grands contes, finalement. Hein. Comme le conte nous parle, les enfants, ils adorent qu'on leur raconte, et même les grands-enfants adorent qu'on raconte des contes, parce que ça parle à des couches de nous-mêmes qui sont différentes, tu vois. Euh, ça touche peut-être plus à la dimension intuitive, la dimension euh, du cœur, peut-être aussi, tu vois, de la mise en situation affective. Donc, voilà, il y a cet aspect-là. Euh, et le mythe, c'est intéressant, c'est que il dit pas seulement ce qui s'est passé. À un moment donné, il y a eu Ulysse qui a fait ceci, qui a fait cela à une époque. Euh, il montre surtout ce qui se passe en nous. Tu vois, je vais te prendre un exemple pour que ce soit concret. Euh, Quand Ulysse rencontre le Cyclope, hein, scène qu'on voit dans le film, hein, euh, je spoile pas, hein, mais bon, voilà, ça fait partie du mythe d'Homère. Quand il rencontre le Cyclope, on peut entendre plusieurs choses. C'est un homme ou l'être humain qui rencontre une force archaïque, primitive, qu'il ne peut pas dominer. C'est l'être humain qui est confronté à la brutalité. C'est aussi euh, l'intelligence, la ruse, hein, c'est-à-dire Ulysse est doté de métis. Hein, la métis des Grecs, c'est l'intelligence stratégique. Donc c'est l'intelligence, la ruse contre la force brutale. Tu vois. Et donc ici, la nécessité d'utiliser la ruse plutôt que de s'imposer par la force.
Donc là, tout de suite, le récit il devient une expérience qu'on peut vivre au quotidien. Tu vois, quand on est confronté à quelque chose de dominant, de puissant, quelque chose qui nous arrête, eh ben, on peut, quand on est confronté aussi à la violence du monde, à la brutalité, on peut faire comme Ulysse, plutôt que taper dessus ou utiliser la force contre la force, commencer à se poser et utiliser voilà, comment je me sors de cette affaire-là face à des forces qui me dépassent. Voilà, c'est une image un peu simpliste, mais pour comprendre à quel niveau ça peut nous parler. Tu vois. Donc, il y a ces structures dans l'Odyssée. Hein. Voilà, ça c'est pour un peu développer là-dessus. Oui. Et puis, du coup, tout à l'heure, tu parlais justement euh, le fait de rentrer chez soi, l'Ithaque, il y a l'Ithaque, on va dire, qui est mythologique, et puis il y a, bon, la Ithaque terrestre. Ouais. Et là, en l'occurrence, dans l'Odyssée comme voyage initiatique, en quoi le voyage d'Ulysse est-il avant tout un voyage intérieur que Mhm. représente symboliquement Ithaque Ouais, bien sûr. Alors, bon, déjà, le fil rouge qui traverse toute l'Odyssée, euh, si on peut le résumer de manière très simple, c'est départ, épreuve, perte, transformation, retour. C'est très important d'avoir ça en tête. Parce que ce fil rouge-là, départ, épreuve, perte, transformation et retour, c'est le propos de l'existence humaine. Voilà, dans la vie, on part de quelque chose, on affronte des épreuves, on a des pertes. Je pense que tout le monde, arrivé à un certain âge, a vécu des pertes. Ces pertes nous écrasent ou nous transforment. Et ensuite, cette transformation nous amène à retourner à l'essentiel. Déjà, ça me paraît important de garder ça à l'esprit. Cette structure de transformation qui parcourt toute l'Odyssée. Et tout ce qu'il va affronter, tout ce qu'on va pouvoir développer là-dessus, tourne autour de ces 5 strates. Tu vois. D'ailleurs, littéralement, dans le film, à un moment donné, je crois que c'est le personnage d'Ulysse qui dit littéralement, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de civilisation. Et ça, j'ai remarqué que c'était un point commun avec le Excalibur de John Boorman, puisque c'est la thématique du film d'Excalibur de John Boorman, puisque dans ce registre d'Excalibur, on a une croyance celtique, tu sais, l'Excalibur symbolise, c'est l'épée n'est pas, hein, mais celui qui le Ouais, tient, ouais. elle symbolise la foi celtique en l'occurrence. Et il y a l'arrivée du christianisme, un changement de paradigme. Merlin, petit à petit, est dépossédé de finalement son emprise un petit peu. Et lui, il accepte hein, que c'est les choses qui changent. En fait, il y a une nouvelle civilisation qui arrive. Et le seul à retrouver finalement le Graal, puisqu'on parle à un moment donné, un changement de paradigme de l'Excalibur qui est perdu, on cherche le Graal, c'est Perceval, le plus jeune écuyer de Lancelot, qui est donc un jeune qui est né dans qui a baigné dans le christianisme, qui comprend finalement, qui trouve le Graal et qui l'amène au roi, et qui finalement, par le pardon avec Guenièvre, elle est dans un couvent, elle lui redonne Excalibur, elle l'avait gardé, et elle lui donne la foi en fait à laquelle lui comprend le mieux pour livrer un dernier combat contre Mordred qui symboliserait, on va dire, une espèce de totalitarisme qui est Mordred, le fils d'Arthur. Il y en a de la thématique aussi, mais Ouais, ouais, un ouais. espèce de suprémaciste, alors que le roi Arthur, il est plus tourné vers le peuple, vers les petites gens, tu vois. Et la terre dépérit si le roi n'a plus la foi, il est obligé de la retrouver pour livrer son dernier combat et ultime combat. On a des trucs comme ça, donc de changement de paradigme. Et en fait, dans le Nolan, il cite finalement Excalibur sans le citer en disant que ben, c'est la thématique du film. Littéralement, Ulysse dit c'est un changement de civilisation.
Et j'ai trouvé ça marquant. Je me suis dit, mais oui, parce qu'il y a des points communs en plus entre ces deux films. Euh, c'est euh, c'est brillant. On voit qu'il connaît vraiment ses classiques, Nolan. Et je ne serais pas surpris, moi, que le Excalibur de Borman fasse partie de ses films de chevet. Oui, ça ne m'étonnerait pas, mais c'est vrai qu'on retrouve des similitudes entre Arthur et Ulysse. Hein, quand même, il y a quelque chose du bon roi, hein, du bon roi bienveillant, qui n'est pas parfait, qui fait des erreurs, mais qui les assume et puis qui essaye de se racheter au nom d'une foi qui le dépasse. Euh, c'est c'est vrai que un des paradigmes intéressants de l'Odyssée, c'est quand même une forme de libération de la tutelle des dieux. Hein, c'est-à-dire que paradoxalement, Ulysse, en fait, il a quelque chose de rationaliste aussi à un moment donné, hein, un peu presque athéiste. C'est-à-dire qu'il dit, mais ok, pourquoi révérer tous ces dieux-là alors qu'ils n'ont rien fait à Troie, ils ont laissé faire un massacre. Et puis, et en plus, parce que je crois pas en eux, parce que je fais preuve d'impiété, quelque part, c'est pas marqué chez Nolan, mais chez Homère, on le sent, hein. Quand il blesse Polyphème, Poséidon se rebelle contre lui, et Zeus aussi est contre lui. Il y a que Athéna et Hermès, finalement, qui vont l'aider, hein, tout au long de la chose. Mais il y a cette idée, quelque part, de l'autonomie de la pensée humaine, euh, libérée du diktat des dieux anciens. Donc ici, il peut y avoir cette idée de changement de paradigme, c'est-à-dire de la religion grecque où, voilà, Zeus, il faut faire des offrandes, il y a toute une soumission à un clergé autour de ça, et une forme de libre pensée, hein, philosophique, de se dire, mais l'être humain, finalement, il a de la valeur, il fait des choix, il peut faire aussi du bien, même s'il fait du mal. Et quelque part, le but des dieux n'est pas une finalité en soi, mais plutôt, et on va le voir, ce sont plutôt des fonctions psychologiques, les dieux qui vivent en nous. Et que, dans un premier temps, comme dans la croissance d'un enfant, ben, quand on est petit, on a nos parents qui sont des dieux, hein. Pour un enfant, les parents sont des dieux, ils peuvent tout et nous, on peut rien. Et donc, petit à petit, et bien sûr, on est soumis, entre guillemets, aux parents. Si c'est des bons parents, c'est magnifique. Ce n'est pas toujours le cas. Euh, donc, on est obligé d'écouter ce qu'ils disent, d'écouter leurs règles, de mettre en mots ce qu'ils nous imposent quelque part par leur autorité. Et puis ensuite, il y a l'adolescence, il y a une rébellion contre les parents, puisqu'on est en train de se créer soi-même, de créer sa vision du monde. Et je pense que Ulysse, il est dans cette rébellion pendant un moment après Troie, hein, où quand il se vante auprès d'avoir un Polyphème, il lui a dit au début, je suis personne pour éviter d'avoir un problème, c'était une bonne ruse, mais dans le mythe, à la fin, il lui dit, ouais, c'est moi, Ulysse, qui t'ai crevé l'œil. Tu vois, et donc là, il fait un peu preuve d'hybris, hein, de démesure. Les Mhm. Grèces avaient horreur de l'hybris, hein, de la démesure. Mhm. Et mais c'est une manière pour lui, quelque part, de faire sa crise d'adolescence par rapport aux dieux pour créer son autonomie, un petit peu comme on l'a fait au siècle des Lumières avec la religion. Hein. Mhm. Maintenant, c'est plus les droits de Dieu sur l'homme, c'est les droits de l'homme. Hein. Et donc, Mais c'était une ça, forme de rébellion adolescente. dans le mythe d'Homère, Ulysse, finalement, il se, entre guillemets, rebelle contre les dieux en se détournant, en n'y croyant plus, en fait, en s'émancipant, on va dire, des dieux. En tout cas, une partie d'entre eux, puisqu'il y a quand même certaines déesses qui restent à le soutenir, etc. Mais tu vois, pourquoi? Parce qu'en fait, il dit pourquoi les dieux ont laissé faire ce massacre à Troie alors que les Oui, Troyens étaient des croyants, les Troyens. Pourquoi tous ces Troyens qui étaient des croyants, ils ont été massacrés, il a laissé faire ça. Et ça renvoie à une question que tu avais posée dans un live précédent quand on parlait de Matrix. Tu expliquais que chez les gnostiques, ils ont été massacrés parce qu'ils ont osé poser la question si Dieu est amour, alors pourquoi la souffrance? C'est un peu oui, le même, c'est un peu la même questionnement quelque part, un peu cette interrogation intérieure qui va te faire cheminer en fait, qui va te, parce que oui, c'est la question de la théodicée, c'est la question de l'énigme du mal.
Hein, si Dieu est bon, pourquoi le mal? Pourquoi les camps de concentration? Pourquoi les viols? Pourquoi les meurtres d'enfants? C'est des questions qui restent dans l'humanité. Hein. Personne n'a vraiment une décision définitive. Pour les gnostiques, leur point de vue, c'était l'âme a chuté dans un monde qui n'est pas sa nature originelle, et le Dieu de ce monde-là s'est pris pour la source. Et comme c'est un Dieu qui a créé sans la source, forcément sa création est imparfaite. Et donc le mal est dans ce monde-là. Et le but, c'est de se libérer de la matière pour revenir au royaume primordial. Hein, ça, c'est toute la vision du gnosticisme classique qu'on retrouve quelque part aussi dans le bouddhisme, hein, dit d'une autre façon. Hein, mais chez Homère, c'est plutôt une vision hermétiste. Hein, c'est-à-dire plutôt de l'hermétisme, c'est-à-dire le monde n'est pas une illusion, le monde n'est pas une erreur, le monde est un jeu de force, est un jeu de force euh, qu'il nous faut équilibrer en nous-mêmes, et qu'en réalité le mal, ce qu'on peut appeler le mal, est le résultant d'un déséquilibre de ces forces. Hein. Et donc là, on rebondit sur l'idée que, de mon point de vue, je ne sais pas si c'était le point de vue d'Homère, c'est une hypothèse psychospirituelle que je fais. Euh, les mythes sont des manuels de connaissance de soi, ce sont des guides de réalisation intérieure. Voilà. Parce que quand on comprend le sens, on arrive vraiment à comprendre ce qui vit en nous-mêmes, et que finalement, Ulysse devient plus un personnage mythique ou historique, pourquoi pas, mais plutôt une partie de nous-mêmes. Un mythe, c'est un peu comme un rêve. Quand on rêve, tout ce qu'on rencontre dans un rêve, ce sont des aspects du rêveur, hein, de l'inconscient du rêveur qui se met en scène, et le but, c'est de décrypter tout ça pour comprendre le message de l'inconscient au conscient. Les mythes fonctionnent un petit peu pareil. Euh, le cyclope, c'est quoi en nous? Poséidon, c'est quoi en nous? Athéna, c'est quoi? Ulysse, c'est quoi? Les compagnons d'Ulysse, c'est qui? Les prétendants, c'est qui? Et là, ça devient, de mon point de vue, très, très enrichissant. On peut lire l'Odyssée de manière philosophique ou psychologique, classique. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Un homme qui se pose la question de l'existence des dieux, dans le sens de pourquoi Athéna m'a mis dans la tête cette ruse, hein? Parce que c'est Athéna qui lui met la ruse dans la tête. Athéna m'a mis cette ruse dans la tête, et à cause de ça, j'ai fait un massacre à des gens qui étaient pieux en plus. Donc, Mhm. aucun sens, Ouais, tu vois. ouais. Donc, c'est sûr, si on en reste là, oui, ça décrit finalement l'absurdité de la vie, où dans l'histoire humaine, des croyants de bonne foi ont aussi commis des atrocités, et des croyants de bonne foi ont été aussi massacrés par d'autres. Hein, c'est l'histoire des guerres des religions, et malheureusement, c'est encore présent aujourd'hui à d'autres niveaux. Euh, donc, on peut faire cette lecture-là. Et je pense qu'Homère, il était dans cette lecture-là pour transmettre un enseignement, une prise de conscience. Mais totalement, Voilà. totalement. Là, on peut pas, ça c'est un truc qu'on peut pas nier, c'est présent, c'est dans l'œuvre, puisque ça participe de la révolte de Ulysse, de se désintéresser des êtres humains. En fait, bon, c'est vraiment des trucs qui. Non, je crois que ce qu'il essaye de faire, en fait, c'est de démontrer qu'ils sont pas omnipotents, omniscients, comme ils le prétendent. Ouais, remarque, c'est vrai, parce qu'en fait, ils ont besoin des prières des êtres humains, C'est ça. etc. Alors, il y a un truc, c'est que, qui est intéressant, c'est que Homère, euh, il n'a pas forcément, c'est pas forcément une personne qui a vraiment existé. C'est peut-être plusieurs personnes en Ouais, fait. ouais, c'est Et très donc, possible. donc voilà, c'est probablement en réalité des gens qui ont des, parce que c'est de la philo hein, finalement, Mhm. tout ça. Ça aurait été des textes. Tu sais, un peu comme on parlait des légendes arthuriennes, en fait, il y a différentes sources qui ont été regroupées et qui ont finalement accouché de livres qui ont synthétisé tout un pan de légendes, Ouais, de légendes c'est une théorie arthuriennes.
Oui, oui. Et là, en fait, l'Odyssée et l'Iliade et l'Odyssée, ça aurait, voilà, c'est des récits héroïques qui parlent des dieux avec c'est très codé en réalité. Et quand on creuse un peu, on s'aperçoit que il y a beaucoup de symbolique et que ça raconte quelque chose et que ça serait donc en fait des parcours initiatiques, tout simplement une source de méditation en fait, Ouais, il y a quelque chose ces comme ça. récits-là. Euh, Après, c'est vrai que les historiens, ils sont pas sûrs qu'Homère ait existé. Voilà, comme tu dis, il est très possible que ça soit un collectif d'Aèdes. Hein, les Aèdes, c'était des poètes chanteurs de l'époque qui auraient fait un petit peu comme les frères Grimm avec leurs contes. C'est-à-dire, ils sont allés dans les campagnes et ils ont recueilli les enseignements oraux, hein, qui se transmettaient de génération en génération. Puis à un moment donné, ils se sont retrouvés tous ensemble et ils ont réfléchi un collectif ça serait appelé Homère, hein, tout simplement, et qui aurait choisi un nom de plume commun pour transmettre une œuvre, mais qui serait le fruit d'un travail collégial. Hein, c'est très possible. Voilà, c'est une des hypothèses, mais au fond, peu importe, pour nous, ça nous concerne. Euh, pour les historiens, c'est très intéressant, mais ça ne change rien finalement, nous, à l'analyse qu'on en fait là. L'Odyssée comme voyage initiatique, hein, c'est-à-dire comment on passe d'une lecture politico-religieuse, hein, de l'Odyssée, qui existe, hein, qu'on peut très bien faire, qui est très intéressante au niveau socio-historique, et comment on passe à une lecture, une herméneutique psychospirituelle. C'est ce que je vais essayer un petit peu de parler, hein, parce que c'était vraiment le propos initial, hein, Mhm. en quoi le voyage de Ulysse, c'est un voyage intérieur, hein, Mhm. tu vois, parce que Ulysse, qu'est-ce qu'il traverse? Il traverse des mers, il traverse des îles, il fait face à des monstres, il y a des royaumes, il y a des épreuves, il y a des femmes, il y a toutes ces tentations-là. J'aime bien, moi, avoir les deux lectures, c'est-à-dire ne pas faire qu'une lecture, on va dire, socio-historique efface une lecture psychospirituelle et inversement. Je pense que les deux tiennent. Tu vois, si par exemple on prend juste la séquence dont on vient de parler, c'est-à-dire le moment où Ulysse euh, se plaint que ben voilà, Athéna m'a soufflé la ruse du cheval de Troie, et à cause de ça, j'ai fait un massacre, et les dieux ont rien fait, ont laissé faire. Là on fait la lecture socio-historique, hein, politico-religieuse de ben, j'ai une croyance en un dieu, hein, ça parle, hein, j'ai une croyance en un dieu, cette croyance me dit faut tuer les infidèles, euh, voilà. Et donc j'y vais et je fais un massacre. Et puis après je me réveille. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais j'ai suivi ma croyance. Mais alors pourquoi ils ont laissé faire? Oui, mais en fait, qui est infidèle, qui est fidèle? Hein, ça, c'est des questions éternelles qui sont encore aujourd'hui présentes. Ça, c'est un pan. Mais si on bascule à l'intérieur, alors Ulysse, c'est le cheminant. C'est l'être en nous qui chemine vers la connaissance de lui-même. Okay. Athéna, c'est une partie du psychisme qui est la fonction stratégique, la fonction intelligence, la fonction ruse. Okay. Combien de fois dans la vie on peut des fois utiliser une forme d'intelligence pour servir nos intérêts égotiques, hein, pour manipuler quelqu'un avec une forme de stratégie mentale, et puis au niveau des États aussi, au niveau des politiques et des armées. Donc comment cette instance ruse, personnalisée par Athéna, peut être déviée au nom de l'ambition d'Agamemnon, et Agamemnon, c'est aussi une partie de nous-mêmes. Agamemnon, ça peut être l'ego totalitaire, dominateur en nous, qui veut posséder, qui veut détruire pour sa gloire. Et donc, qui va utiliser une instance Ulysse qui est porteuse d'une fonction psychique ruse pour avoir ce qu'il veut en termes de possession et de domination. Donc là, il y a un lien très clair psychospirituel. Ici, on peut le lire comme ça.
Mais ensuite, quand Ulysse se plaint envers les dieux et qu'ils n'ont rien fait et qu'il remet en question les dieux, là, on peut voir deux choses en nous. C'est-à-dire, quand on est engagé dans un chemin spirituel, il y a des moments de doute, hein, il y a des moments de phase de calme plat, on ne sait plus si c'est juste, si c'est pas juste, qu'est-ce qu'on fait, où on va, à quel sein se vouer, comme on dit, ce qui est nécessaire et légitime. Et puis, des fois, on peut remettre en question tout notre cheminement. Oui, en fait, tout ça, ça sert à rien, tout ça, c'est des conneries. Ça fait 10 ans que je médite, je suis toujours pareil, il y en a marre, le spirituel, j'y crois plus, et puis voilà, enfin, je deviens matérialiste. Et qui est en fait une bonne chose sur le chemin. Il y a un temps comme ça où il faut remettre en question nos anciennes idoles qui ont fait leur temps. Et c'est ce qui fait Ulysse finalement, parce que pendant longtemps, il a cru aux dieux. Mais ce qu'il dit pas, il y a une forme d'ingratitude, c'est que pendant longtemps, sa croyance en Dieu l'a structuré intérieurement, puisque ces divinités sont des structures psychiques en lui. Mais à un moment donné, il se dit pendant longtemps, je me suis structuré avec des références externes à moi-même. Donc j'ai prié un Dieu extérieur qui avait certaines qualités, et en priant cette divinité, ben, j'ai développé ces qualités que cette divinité avait. Hein, c'est aussi des pratiques en méditation. Dans le Bhakti Yoga en Inde, on a une divinité tutélaire qui a des qualités, et on a de la dévotion envers cette divinité qui a ces qualités. Et pendant longtemps, on croit que moi, il y a moi d'un côté et la divinité de l'autre. Donc on acquiert les qualités par la dévotion et la prière. Et à un moment donné, le gourou, il te dit, ben, en fait, la divinité que tu crois, c'est toi. Parce que tu es arrivé à un certain niveau de retournement intérieur où tu as tellement incorporé ces qualités-là qu'elles sont tiennes. Tu vois le processus? Et donc, chez Ulysse, il y a cet aspect-là qui est montré finalement d'un point de vue psychospirituel. C'est-à-dire Mmh. que, bien sûr, c'est pas nommé puisque c'est un récit mythologique, mais Mmh. c'est à nous de le décrypter en fait. Euh, il est en train de développer une poussée d'individuation. Mmh. Il se rend compte qu'en fait, c'est un peu la crise d'adolescence dont on parlait. Et donc, il est dans cette rébellion, il veut tout faire par lui-même, il veut devoir rien à personne, même pas à Athéna, hein, qu'il envoie chier aussi plusieurs fois, hein, en tout cas dans le récit original, parce qu'au fond de lui, il y a quelque chose qui est en train de naître, il y a quelque chose du vrai roi d'Ithaque qui est en train de naître. Parce qu'en fait, le roi qu'il a quitté, c'était un roi d'un premier niveau, on va dire, et qu'il a fallu toutes ces pertes et ces traversées et ces épreuves pour quelque part que l'ancien roi, on va dire que le moi, euh, cède la place au soi, qui va ensuite incarner en revenant à Ithaque. Mais là, il est dans la transition entre l'ancien moi qui est en train de se défaire, mais encore en rébellion, qui a encore besoin d'être pétri par les événements pour lâcher, tu vois, et qui a encore besoin de comprendre un petit peu ses illusions, hein, que ce soit l'illusion de l'amour éternel Calypso, qu'en fait, oui, c'est magnifique, j'ai tout ce que je veux, elle est belle pour l'éternité, je peux être immortel, mais en fait, j'ai pas l'essentiel, j'ai pas l'amour véritable. Euh, Circé, ce rapport au féminin magique, hein, au féminin certainement qui a été blessé, et donc qui a une opinion négative des hommes et qui veut leur rendre la monnaie de sa pièce. Ce sont aussi des parties de nous, tout ça. Donc tous ces affrontements intérieurs, donc petit à petit on le voit, et le visage de Matt Damon dans le film se transforme, hein, cette idée qu'en fait il est défait de ses illusions une à une. Mmh. Mmh. À chaque fois qu'il croit être dans quelque chose d'un peu solide ou s'arrêter quelque part, finalement, boum, il y a un événement qui arrive et ça repart. C'est comme Ah. si les dieux disaient, OK, on va jouer les méchants en réalité. On veut que tu nous insultes, on veut que tu nous aimes plus. C'est comme des bons parents, hein, qui voient l'enfant se rebeller et qui disent, bon, écoute, il fait sa crise d'adolescence, on comprend. On est passé par là aussi, tu vois. Donc, comme si les dieux, finalement, qui sont des parties de nous-mêmes, attendent qu'ils soient prêts, finalement, à ne plus avoir besoin d'eux. Parce que finalement, le projet de parents, au plus haut niveau de mon point de vue, c'est que l'enfant soit autonome et Mmh. puisse se réaliser dans la vie sans peur, avec confiance, réaliser ses désirs et ses projets sans avoir besoin de retourner dans les jupes de maman ou sous la tutelle de papa. Et Mmh. donc, je pense que les dieux pour l'humanité
ont eu ce rôle-là de manière anthropologique, hein, c'est-à-dire qu'on a mis à l'extérieur des archétypes qui étaient remplis de valeurs que l'humanité avait besoin de travailler pour monter d'un niveau de conscience. Mais arrivé à un moment donné, l'arbre, il est assez fort à l'intérieur, il a besoin de tester si ses racines peuvent fonctionner sans le tuteur. Et Ulysse est dans ce mouvement-là, petit à petit. Tu vois? Mhm. Ouais, ouais. Et, le, c'est des épreuves en fait initiatiques qui sont mises sur la route, sur notre route pour cheminer, euh, parce que finalement, j'allais dire, la vérité ne se distribue pas, elle se conquiert. Et Oui. toutes ces phases-là de transformation dont tu parles, bah oui, effectivement, elles font partie de l'évolution du personnage. Euh, alors, tu as cité des passages, d'ailleurs, dans le film de Nolan sur Circé, justement. Là, vraiment, il appuie sur le fait que, avec les porcs, tout ça, elle dit tes hommes sont des porcs. Effectivement, il y a eu les guerres, les massacres, et c'est présent hein, dans l'Odyssée d'Ulysse, bah, qu'ils ont massacré tous les Troyens, ils ont Ouais, violé, ils ont tué des enfants ouais, et tout. Donc, ouais. que Circé les considère comme des porcs, c'est logique. Elle dit une vérité, elle lui apprend quelque chose. En tout cas, elle lui fait prendre conscience que finalement, ben, vous avez fait de la merde en fait avec Mm, cette mm. guerre. Et là, on a carrément un passage où littéralement, ben ouais, c'est balance ton porc, Oui, il y a quelque chose comme c'est ça. Ouais. vraiment ça, tu vois. C'est, euh, Oui, oui, il y a quelque chose mais c'est comme ça. présent dans l'œuvre, hein, dans Oui, l'œuvre non, mais, d'Homère, c'est ça oui, en fait, c'est exactement totalement. ça, hein. Hein, il y a 3000 ans, déjà, elle est transformée en porc. Ouais, c'est ça. Euh, Ouais, ouais. euh, bon, on va pas spoiler, hein, mais Mm. c'est intéressant comment c'est fait. Hein. Oui, Euh, oui, 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 c'est aussi. même très, très, très intéressant. Hein. Mais Ouais. tu vois, dans le mythe d'Homère, là, on le voit pas. Nolan, il a amené différemment. Mais dans le mythe d'Homère, avant d'aller voir Circé, Hermès apparaît à Ulysse. Hermès apparaît à Ulysse et lui dit: Attends, où tu vas comme ça? Ben, je vais voir mes compagnons. Tu vas rencontrer Circé, une magicienne, elle va te donner à manger et tu vas te transformer en animal. Par contre, je vais te donner une plante, tu vas manger cette plante et ce qu'elle va te donner à manger fait que tu ne vas pas te transformer en animal. Et c'est grâce à Hermès que Ulysse arrive devant Circé, elle lui donne à manger et finalement il ne se passe rien. Et là, elle se rend compte qu'elle est en face d'un homme supérieur, c'est-à-dire d'un homme véritable, quelque part, ou peut-être qu'elle n'en a jamais vu, ou qu'elle n'en a pas vu depuis longtemps, et elle tombe amoureuse de lui. Et elle lui dit: Mm. Donne-moi une nuit. Mm. Donne-moi une Alors, nuit. alors, la façon dont c'est mené dans le film de Nolan, d'une certaine manière, le passage avec Hermès, c'est le passage où quand il découvre euh, que quelqu'un s'est transformé en animal, tu sais Ouais, qu'il y a des plantes, justement, les fameuses herbes ouais, qu'il découvre. ouais, Et ça lui fait prendre conscience qu'il y a un problème avec ces hommes qui sont, bah, en plus, qui avaient traversé les océans et qui avaient faim et qui sont tombés un petit peu dans le panneau, quoi. tout à fait. Et d'ailleurs, c'est montré d'une façon où, quand ils arrivent, au début, elle a peur. C'est-à-dire, elle se dit, ils vont m'agresser parce qu'ils vont me prendre, ils ont faim, ils sont comme des fous. Ouais, Alors non, je vais vous faire à manger. Puis en fait, ils tombent dans le panneau et c'est ouais, bon. Mais en tout ouais, cas, la façon dont c'est mené, évidemment, même le rapport qu'il a avec Athéna, elle est là, c'est une aura en fait qui est là, donc qui est incarnée par Zendaya, hein, et qui de temps en temps lui parle. Et c'est un petit peu comme si c'était des réflexions intérieures, tu vois, des oui, choses comme ça. C'est sa petite voix, en fait, pour ainsi dire, qui lui parle. Et ça, on le totalement. découvre plus tard dans Ouais, le ouais, film. ça ne dit rien, ne On en spoile pas. reparlera après, ouais, Mais, ouais. ouais, ouais. Mais c'est vrai que oui, Mais il y a c'est bien mené. Putain, quand oui, ça arrive, oui, je me dis, ah ouais, alors si ça, c'est ça, alors finalement, faut revoir tout ce que j'ai vu depuis le début sous le même rapport, en fait. ouais, 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 ouais. Finalement, Mais sur le finalement, cyclope, les sirènes, tout ça. total. Euh, bah, alors, certainement que pour les dieux, bah, c'est là où en fait finalement ça rejoint ce que je dis. Finalement, on se rend compte que Athéna est une partie de lui-même finalement. Tu vois.
Mais pour Circé, ce qui est intéressant, je veux juste finir sur Circé, comme ça on va voir les autres épreuves qui sont du point de vue initiatique en tout cas. Bien sûr qu'on peut lire Circé toujours pareil, hein, de manière socio-historique, voilà, l'archétype de la sorcière, rejetée parce qu'elle a des pouvoirs un peu bizarres, que les gens comprennent pas trop qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Euh, Ça a toujours existé, tu vois, c'est un grand archétype. Euh, qui forcément, dans une époque très patriarcale aussi, a dû subir aussi voilà, des abus, hein, tout simplement, hein, voilà, et qui forcément a ses blessures très fortes. Et quand elle voit arriver des guerriers, elle dit, tiens, rebelote, allez, je vais me protéger avec mes pouvoirs. Et ces pouvoirs sont une protection contre un masculin dévoyé. Mais quand elle rencontre Ulysse et qui finalement il est respectueux, tu vois, il n'est pas dans l'agressivité, même si il sait ce qu'elle a fait, il voit ce qu'elle a fait, et, il est pas dans l'abus, il n'est pas dans la maltraitance, il est dans sa dignité d'homme et il dit rends-moi mes hommes, ils t'ont rien fait en fait. Il lui dit à un moment donné ils t'ont rien fait, ils sont juste venus et tu leur as servi à manger et puis c'était tout. Tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait, bon, non, je veux pas le raconter parce que ça, je vais spoiler. Mais voilà, juste pour l'idée. Donc, dans le mythe, Ulysse, À la limite, c'est pas très grave que tu le ouais, spoil ouais, parce que c'est une vidéo où on analyse un peu le truc. Donc, d'accord. même si on invite les gens à le voir le film, bon, c'est aussi l'Odyssée d'Ulysse. Enfin, je veux dire, on spoil pas grand-chose puisqu'en fait, c'est simplement la grille de lecture de Nolan qui finalement, euh, c'est une proposition. Donc, autant spoiler parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir un petit peu cette approche où Bien il sûr, a, lui, sa proposition, et là, un petit peu la comparer un petit peu à... à ce qui a été fait, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, ben, c'est ça, c'est que dans le mythe, ce qui est intéressant, c'est que, et là, tu vas faire le lien avec Bourman. Ça, tu vas kiffer. Parce qu'en fait, m'en suis rendu compte après. Quand j'ai vu Bourman, là, que tu m'as conseillé, ah, je dis, waouh, en fait, ce qu'il faut dans un autre mythe qui est venu plus tard, hein, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelait Télégonos. Hein, donc c'est un mythe grec qui est venu bien plus tard à l'essai d'Homère. En fait, un jour, Ulysse, à la fin de sa vie, vers la fin de sa vie, on raconte qu'il en a eu marre d'Ithaque et qu'il est reparti avec son bateau, tu vois, et qu'à un moment donné, il arrive sur une île et en face de lui, il y a un jeune homme qui sort son épée et il commence à combattre et de manière très rude, même s'il est vieux Ulysse, hein, et finalement à la fin Ulysse meurt. Et là en fait, le jeune homme se rend compte que Ulysse est son père et qu'en fait Télégonos était l'enfant qu'il aurait eu avec Circé cette nuit-là. C'est ça. Alors, en fait, je crois que... Alors, c'est soit avec Circé, soit avec Calypso. Calypso, je Alors dans crois. le récit c'est Circé. C'est Hein, Circé, hein. ouais, je me Oui, suis renseigné. c'est ça. C'est-à-dire que je crois que c'est Ulysse qui réalise ça. Et c'est Oui, Ulysse parce que le jeune lui dit... donc, le jeune est plus jeune, plus vigoureux, donc il tue Ulysse. Mais Ulysse, avant de mourir, lui demande qui il est et voilà. il lui dit je ne suis personne, justement, puisqu'il avait dit je suis personne pour le cyclope, mais il dit que sa mère c'est Circé. Ouais. Et Et donc là, là, là il comprend. il Ouais. comprend quand il a été tué par son fils, quoi. Donc il y a un lien avec Mordred, hein. Ouais, 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 complètement. Ouais, Hein, ouais, voilà. ouais, ouais, Ceux qui regardent complètement. Arthur, voilà. Ouais, Donc ouais. là c'est passionnant. Tu vois. Hmm. Donc voilà. Donc il y a cet aspect-là avec Circé. Circé représenterait un archétype de notre anima, c'est notre part féminine, un peu mystérieuse, hein, euh, au fond de nous, euh, qui a ces pouvoirs-là et qui peut aussi les utiliser par blessure, hein, par douleur. Et donc ici, il y a quelque chose d'une réconciliation dans cette épreuve finalement, parce que Circé lui donne ensuite des indications précieuses, hein, pour la suite de son voyage, ainsi que des vivres. Finalement, à chaque fois qu'il réussit une épreuve, il a une forme de cadeau. Hein. Euh, on sait que dans tous les contes, dans tous les mythes, quand il y a un dragon, il y a un trésor.
en général, hein, comme dans le Seigneur des Anneaux, comme dans tous les mythes scandinaves. Et un dragon, c'est une épreuve nécessaire pour toucher quelque chose de précieux en nous-mêmes, en réalité. Hein, là, ici, c'est le sens. On peut rebondir aussi sur Calypso, puisque tu en parlais. Euh, Calypso, bon, superbement joué hein, par Charlize Theron, magnifique. Il y a rien à dire sur son jeu, sur cette actrice. Euh, Ce qui est intéressant, c'est En plus, elle incarne, je crois que Calypso, c'est une déesse ou une oui, c'est une demi-déesse. déesse. Oui, Ouais, oui, oui. carrément, ouais. C'est vraiment une déesse, Ouais, ouais. pour le coup, hein, qui est Et elle tombe, immortelle. c'est ça. Et elle Et tombe amoureuse ouais, ouais, et ouais. un peu comme, tu vois, on tomberait amoureux enfin, tomberait amoureux, comme on peut avoir des sentiments pour un oiseau qui est en cage, et puis qu'à la fin, eh ben, elle l'aime, donc elle le laisse partir. Elle Oui, préfère mais qu'il alors c'est soit libre. magnifique. Ouais, ça Ouais. c'est une preuve d'amour Mm, réel, en tout cas, c'est de laisser partir l'objet aimé au nom de son plus grand bien. Hein. Et mm, donc là, ici, au niveau personnel, en tout cas, ça nous parle de nos histoires d'amour, dans nos relations. Hein, quand quelqu'un ne nous aime plus, euh, mm, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait la jalousie? Est-ce qu'on menace? Ben mm. non. Elle qui est une déesse, donc c'est pas une humaine ordinaire. Hein, Oui. donc déesse, ça veut dire un certain niveau de conscience. Mm, Euh, elle est au-delà de ses considérations. Elle a aimé la relation. Pendant 7 ans quand même, hein, c'est pas rien. C'est une grande relation quand même. Mais elle sent qu'au fond de lui, s'il restait près d'elle, il serait pas le même. Et, euh, et au fond, elle n'aimerait pas autant non plus, parce qu'il ne serait pas vraiment totalement avec elle. Là où c'est un petit peu, Nolan, il a mixé quand même deux épreuves, c'est sur la notion du lotus que mange Ulysse pour oublier. Ça, c'est plutôt l'épreuve de l'autophage euh, mm. chez Ouais, parce Homère. que c'est présenté dans le film comme d'abord un remède pour le soigner, se remettre de ses Ouais, blessures quand il a échoué sur l'île où il est recueilli par justement Calypso, mais que finalement il mange, c'est comme des médicaments, hein, ces plantes, pour oublier, parce que oublier toutes ces massacres, tout ça, il fait un rejet, et pendant un temps il en a besoin finalement de chasser tout ça. Mais il y a cette nostalgie en lui de bah, retourner auprès des siens quand même, mm, le retour à Ithaque, ouais, parce que bon, il y a Pénélope, ouais, ouais. même Mais s'il les a oubliés, mais ouais. il y a quelque chose en lui qui demande à retourner vers ça. Ce qui est intéressant, c'est que pendant toutes ces années, finalement, il a gardé la petite statuette hein, que Pénélope lui a donnée avant de partir, mais il ne savait pas pourquoi, il ne savait même pas ce que c'était. Il s'assommait, on va dire, d'antidépresseurs finalement, hein, si on fait un lien. Hein. Il s'assommait d'antidépresseurs pour pas penser à ses traumas, tu vois, pour s'anesthésier de toutes ses douleurs de la guerre, de toute sa culpabilité, hein, en fait. Et elle l'aidait à ça parce que d'une certaine manière, elle le voulait pour lui aussi tout entier. Hein. On le voit pas, mais Calypso, elle est aussi un peu intéressée quelque part. Parce que sinon, si vraiment elle n'était pas si intéressée, dès le début ou dès les premières années, elle lui aurait dit, bon, écoute, je vois bien que tu te bourres de calmants, d'antidépresseurs pour oublier ton ex. Hein, tu vois, on va dire ça comme ça. Et donc, tu peux... Et moi, je te dis, vas-y, prends ces antidépresseurs, et ça va te faire du bien, comme ça, on va vivre l'instant ensemble, on va être bien, on va pas te préoccuper du passé. Mais ça veut dire qu'il fait jamais son deuil, et ça veut dire qu'il est jamais présent vraiment avec Calypso non plus. Il est un peu amorphe hein, avec elle. Et à un moment donné, ça s'arrête parce que ça ne peut plus durer. Tu vois, et 7 ans, voilà, c'est un chiffre sacré. Hein, c'est un cycle hein, qui se termine. Et là, il a cette prise de conscience avec la statuette et dit, mais il me manque quelque chose qui n'est pas là, en fait. Et Ouais, carrément. cette immortalité, cette beauté éternelle, à quoi ça me sert si j'ai pas mon chez moi et Ouais, ouais. j'aime vraiment. Il est beau ce passage. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Et puis finalement, il a tourné ça, c'est juste les deux enfin, le comédien et la comédienne, hein, c'est Matt Damon et Charlize Theron, c'est des moments très intimistes en fait entre ces deux personnages et les rapports qu'ils ont, les échanges, le jeu de regard.
Il n'y a pas besoin de faire du spectaculaire là, en fait. Ouais, non, c'est très simple, hein. Ouais, c'est Ouais. simple, c'est l'émotion, ouais, ouais. Il y a de belles images, de belles textures, Mhm. beaucoup de silence, de la délicatesse. Il n'y a pas non Ouais, plus, voilà, une scène de sexe. Voilà, ouais, c'est ouais, très ouais. simple. C'est contemplatif, Ouais, il y a justement. quelque chose de méditatif dans ce moment-là. Mhm. On sent que c'est une grande parenthèse qui lui a fait du bien parce qu'il est quand même resté 7 ans. Donc c'est que certainement qu'il avait besoin aussi de cette halte dans toutes ses épreuves pour se requinquer aussi, arrêter les filles, quoi. Hein, c'était une pause nécessaire, tu vois. Ouais. Et donc, tu sais, dans les symboles dans l'Odyssée, il y a donc le cyclope, les sirènes, Calypso, Pénélope. Mm. Alors, les sirènes, tu vois, dans le mythe, enfin, de Homère, hein, dans l'Odyssée, j'ai l'impression que ça symbolise euh, la propagande, le politique, l'endoctrinement, tu sais, parce qu'on te dit que les sirènes, leur chant peut rendre fou n'importe qui. Et souvent, ben, les gens qui manipulent bien les orateurs, que ce soit en politique ou même des fois dans des sectes, hein, ou dans des trucs comme ça, ils ont ce pouvoir qu'ont les sirènes. Et je crois que les sirènes, c'est ce que ça symbolise. Et c'est pour ça qu'il dit, Ulysse, moi je veux les écouter, attachez-moi et vous mettez-vous de la cire dans les oreilles. N'écoutez pas parce que ça va vous perdre en fait, ça va vous diviser, vous allez vous... euh, Parce que les sirènes, leur visage hideux apparaît au dernier moment, au moment Ouais. où tu réalises que tu as sauté dans l'eau, tu as fait le pas, Mm. des fois C'est souvent dans l'eau, dévoré, quoi. voilà, et voilà, tu t'es fait dévorer. Et en fait, moi j'ai l'impression que ça symbolise un peu ça. Alors, dans le film de Nolan, à un moment Mhm. donné, donc on a le passage à les sirènes, mais on les voit sur les rochers, etc. Puis on voit des mecs complètement fous qui sautent à l'eau. Il faudra que je revoie le film, peut-être un deuxième visionnage pour voir s'il amène ce truc-là. Mais je trouvais qu'en tout cas, dans l'œuvre d'Homère, la symbolique les sirènes de l'endoctrinement, euh, c'est une grille de lecture qui est assez pertinente, en fait, je trouve. Ouais, totalement. Puisqu'on parlait de la guerre de Troie et que finalement, ça fait partie d'un doctrinement, tu vois, les guerres, c'est tout ça, c'est parti de là, tu vois, les dieux, les trahisons, on n'y croit plus. Et du coup, il y a une perte, tu vois, le pouvoir qu'à l'époque que les dieux avaient, c'était le pouvoir que des prêtres pouvaient avoir à l'époque sur les guerriers comme Ulysse, tu vois, et qui ouais. finalement se débarrassent de tout ça et le chant des sirènes devait symboliser, je pense, cet aspect-là. Moi, je pense qu'Homère, ça devait être... Aujourd'hui, il est très moderne en réalité, je trouve. Ce serait quelqu'un de très contestataire vis-à-vis des mensonges politiques, de la manipulation politique, tu vois, des coups tordus, des trucs comme ça. Ça, de tout temps, hein, c'est universel, hein, de toute façon. Et je pense que l'allégorie des sirènes, ça symbolise ce truc-là, il me semble. Alors, moi, je pense que tu as raison, c'est d'un point de vue sociopolitique, hein. On Mhm. peut voir ça, on parle bien du chant des sirènes, hein, on parle de discours qui nous illusionnent, hein, finalement, hein. Euh, Il y a quelque chose comme ça. Carrément ça, ouais, ouais, carrément. Mais ce qui est intéressant, alors Nolan, il l'a mis en avant, c'est que elles lui disent la vérité aussi. C'est-à-dire, il doit s'attacher au mât et elles lui disent la Mhm. vérité sur ce qui a été, ce qui Oui, sera. oui. Non, mais attention, les Tu vois? discours politiques, Mm. dans les endoctrinements, on utilise toujours la vérité comme un outil de propagande, hein, Ouais. évidemment. Parce que si c'était que des mensonges, les gens tomberaient pas aussi facilement dedans. C'est ça la subtilité du truc. Mais ce sont des chants. Donc il y a quelque chose qui te porte, tu vois. C'est pas juste une vérité toute crue. Ce sont des chants. Oui, Ce- mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que aussi bien chez Nolan que chez Homer, il y a cette idée qu'en fait, les sirènes disent à Ulysse qu'elles ont un savoir,
qu'elles ont aussi une connaissance, qu'elles détiennent une vérité. C'est pour ça qu'Ulysse veut les entendre, quand même. Mais cette vérité, elle est à double tranchant parce qu'elle est suivie aussi de leur son et de cette douleur qu'il ressent. Mais parce que aussi, elles lui disent aussi que finalement, à Ithaque, tout est perdu. Tu vois? Euh, oui, Hein. peut-être elle symbolise aussi, parce que je pense que, tu sais, il y a plusieurs strates de lecture. Effectivement, je pense que dans la strate spirituelle ou psychologique, il y a ce côté d'une vérité que tu as enfouie, que tu as besoin d'aller chercher et que ça va te déchirer, mais que tu en as besoin pour pouvoir évoluer aussi. Et donc, ça symbolise aussi ce truc-là, hein. Ça, c'est en termes de voyage intérieur. Euh, ouais, ouais, je pense Ouais, qu'il y a de il ça y a des aussi. vérités qui nous font mal, mais on veut les entendre, tu vois? Mhm. Ouais, ouais. Euh, mais tu vois, donc là, ça parle vraiment à nous. Mais après, ce que je peux trouver d'un autre niveau ésotérique, c'est-à-dire Ulysse s'attache au mât, tu vois. Euh, le mât, en termes de méditation, c'est la colonne vertébrale, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, il se recentre. Il s'attache à son centre de gravité. OK? Et parce qu'il est bien ancré, bien enraciné, il peut entendre des vérités profondes sans être perturbé, tu vois, à un certain niveau. Hein, ça veut dire que si on veut faire face à des vérités sur nous-mêmes, à aller explorer des zones douloureuses, il faut déjà être bien enraciné, bien ancré en soi-même. Sinon, on va être désaxé dans tous les sens du terme et déporté de notre vérité, et ça peut nous faire du mal. Hein. S'il n'avait pas été attaché au mât, il aurait Mhm. sauté dans l'eau. D'ailleurs, entre parenthèses, dans l'œuvre de Homère, Ulysse, vers la fin, quand Pénélope, à un moment donné, ne le reconnaît pas, il lui dit quelque chose elle est seule à savoir, c'est que son lit à Ulysse, une partie des pieds du lit est un vrai arbre avec des racines dans le sol. Et donc, c'était pour qu'on puisse ne pas le déplacer. Ouais, C'était un ouais. meuble qu'on ne pouvait pas Alors déplacer. ça, on va en Et parler là, si tu on a veux. une symbolique un peu dont tu parles, là Ouais. aussi. On peut, On, donc, on qui n'est peut, pas dans le film, hein, évidemment, mais il y a ce truc-là aussi. je pense qu'on peut commencer à aborder cette phase, hein, parce qu'on avance, là, je vois dans Oui, 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 cette phase du retour à Ithaque. Hein, donc, oui. alors, c'est pas dans le film de Nolan, il n'en parle pas, mais dans le mythe, pour moi, c'est important. On le voit dans les autres films Mhm, d'Ulysse. Il rencontre les Phéaciens, hein, mhm, avant. Et donc, et Nausicaa, justement. Hein, Nausicaa. Là, il est en face d'un archétype du féminin qui lui veut du bien qui l'aime sincèrement, avec qui même pourrait très bien se marier et puis faire sa vie chez les Phéaciens, parce qu'il s'entend bien aussi avec le roi et la reine, il le révère en tant qu'héros, et c'est là où en fait il raconte tout son récit. Hein, il fait comme un récapitulatif de son Odyssée aux Phéaciens, et les Phéaciens voient sa dignité et c'est eux qui le portent sur Ithaque. Hein. Donc là, il arrive à Ithaque. Et c'est là où le film avec Ralph Fiennes devient intéressant. J'invite vraiment à voir The Return, qui parle exclusivement de cette zone-là, sans métaphore, sans effets spéciaux, rien que du réel. Très intéressant. Donc là, il arrive sur Ithaque et bien sûr, il fait face à Athéna. Et puis, il se moque d'Athéna, il lui dit: «Qu'est-ce que tu fous là?» Quelque chose comme ça, «Tu m'as pas aidé quand il y a eu ceci, quand il y a eu cela et puis maintenant tu arrives là». Et bon là, Athéna lui dit: «Mais tu rigoles ou quoi? C'est moi qui t'ai soufflé ceci, c'est moi qui t'ai aidé et qui donnait l'idée pour cela et tu t'en rends pas compte». Là, ça parle de nous quand, en fait, des fois, il y a des parties de nous-mêmes qui nous aident et puis il y a d'autres parties qui veulent pas entendre l'aide qu'elles ont reçue, ou aussi notre ingratitude qu'on peut avoir avec certaines personnes dans nos vies, hein, où on voit pas là où elles nous ont aidés. Tu vois, ça c'est une possibilité et on se rend compte, ah mais en fait ouais, Mhm, ah ouais d'accord, ah il y avait ça, il y avait ça. Donc elle lui dit tout ce qu'elle a aidé, là il devient un peu bête, tu vois, et finalement c'est elle qui le transforme en vieillard. Hein, elle le mhm, transforme en vieillard parce que tu peux pas rentrer comme ça.
sinon tu vas te Mmh. faire déchiqueter. Et donc, elle le transforme en vieillard. Là, il avance et puis il va à la rencontre de Mai, hein, le porcher, hein, qui au début le reconnaît pas, mais finalement le reconnaît. Et ensuite, il fait cette rencontre avec Télémaque, magnifique, où il y Mmh. a vraiment voilà, cette reconnaissance. Mais là, on va dire, les ennuis commencent, parce que il est déguisé en vieil homme, il va voir les prétendants, il se fait battre, euh, c'est douloureux pour lui, mais il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans la rencontre avec la nourrice. Ça, Mmh. c'est un moment intéressant, euh, qui l'a amené d'une certaine manière. Euh, alors bien sûr, donc il est en vieillard, et ce vieillard raconte, Ulysse est encore en vie. Je l'ai vu, je suis un ancien combattant aussi de la guerre de Troie, j'ai combattu sous ses ordres quelque part. Et Pénélope entend ça, elle voudrait bien parler à cet homme qui connaît son mari, ce qui est normal. Et elle lui dit, ben voilà, euh, euh, on va te laver les pieds comme l'hospitalité est nécessaire en Grèce à ce niveau-là. Et c'est là où la nourrice se rend compte qu'elle a la cicatrice, qu'elle a connue, qu'elle a lavé cet enfant maintes et maintes fois, qu'à chaque fois elle a soigné, même à l'époque, cette cicatrice faite par un sanglier, c'est comme ça qu'elle reconnaît Ulysse. Et c'est là où il dit, chut, 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 ne dis rien, C'est ne dis ça, rien pour l'instant, c'est la il me première parle. à reconnaître, c'est la Ouais. première à reconnaître que c'est lui, que c'est Ulysse qui est revenu. Mmh. Il n'est pas mon temps. Et donc là, si on balance ça en termes psychospirituels, qu'est-ce que ça dit? Ulysse, qui est le cheminant en nous, hein, l'instance qui cherche à retourner à elle-même, elle rencontre en fait des parties de nous très anciennes, des mémoires peut-être anciennes, qui savent au fond qui on est, qui reconnaissent nos blessures, hein. Il y a une reconnaissance en cherchant dans nos souvenirs qu'en fait on est ce qu'on a oublié qu'on était. Tu vois, il arrive dans notre vie, hein, quand on avance dans la vie, on oublie notre enfance, on oublie nos blessures d'enfance. Et finalement, en oubliant nos blessures d'enfance, c'est tout le travail que je fais en thérapie avec les gens, hein, en oubliant nos blessures d'enfance, on a l'impression qu'on grandit, mais comme on ne sait pas d'où on vient, on a du mal à avancer vers où on doit aller. Et le fait de revenir sur l'enfance, qu'il y ait quelqu'un, une nourrice, tu vois, qui connaît l'historique et qui nous dit, mais regarde cette blessure, je la connais. Et je sais qui tu es grâce à elle. Ben souvent en nous-mêmes, le fait d'aller contacter une blessure douloureuse de l'enfance, même si elle est confrontante et on peut se faire accompagner pour ça, permet de recoller un morceau de notre histoire. Mmh. Ouais, Parce ouais, qu'en ouais, même c'est temps, vrai. en rencontrant la blessure, on libère des espaces de nous-mêmes qui étaient isolés de notre psychisme parce qu'ils étaient douloureux. Tu vois, donc là, il y a une question de reconnaissance. Et ensuite, Pénélope arrive. Et Pénélope, pour moi, c'est la partie féminine en nous. Hein, c'est l'anima. Hein, l'animus dans la partie masculine et l'anima, c'est Pénélope. Partie féminine dans la femme ou dans l'homme. Hein, c'est pas une question de sexe ici, c'est une question de polarité. Oui, 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 bien sûr. Quand on parle de, on a un côté masculin, un côté féminin, c'est pas pour faire, pour jouer les woke, comme on dit, parce qu'aujourd'hui, on emploie beaucoup, j'ai remarqué sur Internet, enfin, en général, le terme woke pour, de façon disqualifiante, tu sais. Même Nolan, il a été, Oui, Christopher Nolan, il y a eu des polémiques stupides en disant bah, il est woke et tout, oui, machin. non, il n'y Mais a en rien. réalité, Homer était woke, hein, parce que d'ailleurs, dans l'Odyssée d'Homère, il y a des personnages transgenres, hein, d'ailleurs. Dans Oui, oui, l'Odyssée, oui, mais dans il faut le, voir l'androgyna dans les mythes, oui, oui, voilà, du point de c'était vue présent, symbolique. hein, oui, c'est symbolique, mais c'est très présent. Et donc, ce que je veux dire, c'est que tu as des gens qui vont te dire que finalement, Nolan aurait trahi l'Odyssée parce qu'il aurait pris une actrice noire pour jouer Pénélope, ou que, Non, Hélène, Hélène. pas Hélène, Hélène de Troie, ouais, ou alors euh, Elliot Page, qui était une femme qui est devenue Oui, homme, tu vois, mais en final, ah, Homer, ça c'est l'aurait pas minime. gêné. Non, mais Non, même, mais ça même, l'aurait. ça gêne pas du tout le récit, Oui, en fait. total. Non, mais total. Oui, en plus de ça, La c'est pas. réalité. Ouais, mais complètement. Vu le personnage, voilà. En plus, bon. On va pas spoiler, mais c'est pas un personnage qui. Clé, voilà. Voilà, c'est ça.
C'est un À la limite, personnage. ils en auraient fait Achille, j'aurais dit, ah, bon, il y a peut-être un problème de casting. Quoique dans le film 3, le rapport entre Achille et Paltrock, on laisse sous-entendre que c'était Non, le mais en mignon. termes de gabarit, C'est- en termes de Oui, gabarit, certes, mais on probablement. laisse sous-entendre que c'était le mignon d'Achille, hein, Oui, 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 c'est possible. Bah, ça se à faisait en l'époque. Grèce, hein. Ben, complètement. Donc c'est pour ça, je dis, les gens, ils croient il suffit de mettre des scènes de combat, tu sais, et d'action, forcément, pour que ça soit viriliste. Alors que, Mhm. à l'époque, ben, ils faisaient des guerres et ils avaient, Bah, ils voilà. étaient souvent contre hommes, hein. Exactement, Mhm. exactement. Donc bon, Ouais. on referme la Oui, parenthèse oui, oui, pas de souci. pour. Donc, Pénélope questionne ce vieillard et elle est intriguée parce qu'elle sent quelque chose, qu'elle commence à pressentir qu'il y a quelque chose qui se joue là, mais lui, il sent que c'est pas le timing, hein, que c'est pas encore le temps pour ça. C'est tous les moments dans notre vie où il y a une intuition en nous qui monte sur une direction à prendre dans la vie, sur une facette de nous-mêmes, un dévoilement. Mais on sent que c'est pas encore le temps de l'incarner, de l'agir dans le monde. Là, parce que l'anima, c'est aussi l'intuition, c'est la part intuitive, réceptive en nous, la part lunaire. Donc elle vient révéler du sens caché. Mais c'est pas encore le temps du dévoilement de l'être dans l'accomplissement de sa destinée. Ce qui va arriver petit à petit avec la fameuse épreuve du tir à l'arc. Alors là, c'est intéressant comment il a mis en scène les haches. Oui, Tu oui, vois, oui, oui. vraiment différentes dans des autres films, parce qu'en fait, j'ai vu 3 films, il y a 3 manières de poser les haches différentes. Tu vois, dans le film de 1958, le héros, il prend les lames de hache, mais c'est des lames de hache trouées. Tu sais, il y a un trou au milieu. Ouais, ouais, Tu je vois, vois. et dans le film, c'est beau parce qu'il les plante, boum, 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 les 12 à la main, et ensuite il va Mhm, traverser les lames. Dans le mhm. film avec Ralph Fiennes, c'est carrément, tu sais, là où on met le manche dans la hache, il y a, tu vois, la zone, donc Oui, on creuse le métal, donc en fait il met les haches comme ça, et la flèche passe dans ce ouais, sens. Je trouve oui, que c'est le plus crédible, en fait. ouais, 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 je vois. Parce Ouais, que des haches trouées, bon, je suis pas ouais. certain qu'en Bah, Grèce ça normalement, c'est, existait. je pense, le croisement, tu vois, voilà, Ouais, alors lui, là, il a différent. symbolisé comme le croisement, mais je trouve que le croisement, il est très large. Donc, c'est Mhm. vraiment pas difficile ça, c'est moins difficile de le louper Oui, 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 en que effet. juste le petit trou de la hache, quoi. Oui. Tu vois? Sauf que en réalité, la vraie difficulté, c'est pas tellement de réussir le tir, c'est de tendre, de réussir Oui, à bander l'arc, en fait. C'est surtout oui, ça. oui, c'est ça. Mais quand même, passer par les 12, faut Oui, le faire. aussi, Hein. aussi, Quand aussi. même, Ouais, c'est pas ouais. rien. Je Ouais, sais pas ouais. si aujourd'hui un tireur à l'arc le pourrait, hein. Il y a quelque chose de. Ouais, peut-être un très bon tireur à l'arc pourrait. Et donc, Oui, là encore, il y a la symbolique du 12, hein. oui. Alors 12, quand on retrouve 12 dans le système symbolique, c'est la totalité d'un système, hein. C'est les 12 signes du zodiaque, c'est les 12 apôtres, euh, le chiffre 12, les 12 chevaliers d'Arthur. Hein, 12, c'est toujours lié au zodiaque pratiquement quand on le retrouve dans un mythe, hein. Donc ici, la flèche de la destinée passe par le cycle zodiacal complet Ah pour ouais, ouais, retourner à ouais. son origine. Ah ouais, ouais, carrément. Non, mais c'est, ouais, ouais, bien vu, bien vu. Ouais, ouais. Euh, Ouais. les chiffres ont aussi une Non, mais, symbolique forte, hein. ouais, ouais, mais complètement, parce que l'épreuve en elle-même, finalement, elle est très symbolique. Ouais, ouais. Mhm. Bander l'arc, tu vois, déjà, il faut avoir la force pour le faire. Donc, il n'y a que lui qui peut bander son propre arc. Et bander l'arc, c'est déjà, dans la vie de tous les jours, avoir la force nécessaire pour projeter un projet dans la vie. Ouais, et puis il y a aussi le fait que, bon, lui, il a, alors, des fois, c'est peut-être même pas une question de force, il sait exactement comment s'y prendre. Ouais. Et c'est, ça ramène à Excalibur. Il y a que le roi Arthur qui peut la sortir de la Oui, pierre. voilà, on est là dans les mêmes mythologèmes, hein. Ouais, 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 ouais. Et lui, le seul à pouvoir bander cet arc, hein. C'est des armes, en fait, hein, à la base, mais ça symbolise justement.
le fait que ben, c'est le seul à pouvoir le faire, en fait, Oui. cet exploit-là. Mm. Je pense, sans trop me tromper, que l'auteur des Chevaliers de la Table Ronde s'est inspiré fortement d'Ulysse. Non, mais carrément, puisque c'est plus ancien, hein, c'est Oui, beaucoup oui. plus ancien. Ouais, 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 ouais. Les textes grecs peut-être circulaient à certains endroits au Moyen Âge. Carrément. Bah, si on les a, s'ils ont circulé jusqu'à Oui, oui, ici, mais pendant quelque temps, on les a ils ont. perdus, hein. Ouais, ah ouais, mais je pense que ils ont Ouais, dû, ça a dû bercer un petit peu l'humanité. En tout cas, je pense que tous ces récits, à un moment donné, dans l'humanité, il y a des résonances, en tout cas. Je ouais, pense qu'ils ouais. sont pas anodines. Ouais, je pense Il y a des aussi points où, communs. Il y a des où points ça s'est communs. transmis oralement avec des Ouais. similitudes et Mm. ensuite ça a été écouté. Et voilà, bon, il y a des chercheurs hein, qui travaillent là-dessus. Très intéressant. Donc ici, on est à cet endroit au niveau psychospirituel. Ulysse a prouvé qu'il était légitime pour revenir à Ithaque. Ithaque, c'est le cœur de soi-même. C'est vraiment notre âme profonde, le soi. Hein, c'est ça, Ithaque. Mais avant de vivre des noces, des nouvelles noces alchimiques avec sa reine, il doit tuer les prétendants. C'est-à-dire qu'il doit remettre de l'ordre dans sa maison, qui a été envahie par le désordre, par les prétendants représentent l'avidité, euh, la voracité, la vanité, l'égoïsme, toutes des parties de nous en fait qu'il va falloir éliminer si on veut vraiment vivre la réalisation de la profondeur de nous-mêmes. Donc, éliminer les pensées parasites, tout ce qui nous empêche, qui nous englue de cette animalité blessée en nous, de nos traumatismes hérités, faire ce nettoyage nécessaire, hein, cette œuvre noire alchimique qui permet justement une purification et de laisser un espace nécessaire à l'émergence d'une conscience nouvelle. Et c'est qu'une fois qu'il a assassiné tous les prétendants, qu'il parle du lit des noces. Et ça, c'est intéressant. Hein, il parle du lit des noces. Et dans le mythe, on sait que ce lit, seul Ulysse savait où il était et qui il était parce que c'est lui qui l'avait taillé dans un olivier. Hein, il avait taillé son lit, il avait utilisé un olivier comme une des poutres qui soutient le lit. Donc ça veut dire qu'il y avait un enracinement de l'être. Hein, l'olivier est un arbre Ça, mythique en Grèce. Hein. carrément, ouais, ouais. Et Et d'ailleurs, même dans les religions judéo-chrétiennes, oui, l'olivier, ouais, c'est ouais, le symbole de paix, hein, la colombe de la paix, oui, bien sûr. ouais. Et c'est qu'une fois qu'il a tué les prétendants, une fois qu'il a renoué avec sa part féminine, finalement, en lui-même, Pénélope, que les noces alchimiques vont se faire. Et le mythe se termine sur cette dimension de réunification du royaume grâce à tout ce périple qui a permis de dépouiller Ulysse du vieil homme, hein, de la vieille peau qui a fait son temps, qui a dû être pétrie par toutes les épreuves, par toutes les pertes, par toutes les douleurs, par toute la perte de ses illusions, de qui il croyait être. Parce que ce qu'il faut rajouter, c'est que là, il a pas mis dans le film, quand il va en enfer en Hadès, dans le mythe, il rencontre Achille hein, en C'est Hadès. ça. En fait, il réalise que tous les héros sont en enfer. Ouais. Et ouais. Il réalise que tous les héros sont en enfer. Enfin, c'est pas l'enfer, hein, c'est l'Hadès. Oui, mais en fait, c'est l'enfer de L'enfer, l'époque, en c'est fait. une Ouais. invention judéo-chrétienne. Oui, oui, mais en fait, on va Euh, dire, c'est l'équivalent. Oui, c'est, on va dire, mais en fait, ouais, en ouais, ouais. Hadès, c'est le monde, monde du dessous. Ouais, Et, ouais. et tout bon grec de l'époque, même s'il avait été un homme bon, il Mm. passait un temps par l'Hadès. Ensuite, D'accord, ouais, ouais. il était jugé par les juges des enfers. Et en fonction du jugement, il restait en Hadès, où il allait dans une punition, ou le Tartare, plus profondément, où il allait en Olympe. En Voilà. effet. Mais on va dire que ouais, c'est un petit peu des C'est un équivalents. purgatoire, en fait, un Ouais, petit c'est ça, c'est ça. hein, Ouais, c'est une forme de purgatoire. Mais ouais. dans le mythe, c'est intéressant parce qu'il rencontre Achille. Et là, il dit waouh, Achille, magnifique. Et il croit que Achille va lui dire bah, t'as vu, je suis mort avec gloire, c'est magnifique. Et en fait, Achille ne lui tient pas du tout ce discours-là parce que l'archétype
du premier Ulysse. Son idole, c'était Achille. Hein, c'est Exact. vraiment celui qui a porté au plus haut la gloire Mmh. du guerrier, le Cléos, hein, Mmh. mourir jeune plutôt que vieillir sans gloire. Mmh. Hein. Et donc, Mmh. et là, il lui dit, mais que fais-tu là, etc. Et Achille lui dit, tu sais, j'aurais préféré être un esclave ou un paysan et Mmh. vivre vieux et voir mes enfants Mmh. plutôt qu'en fait mourir jeune dans cette gloire. À quoi me sert cette gloire? À quoi me sert les prières des Athaniens? À quoi me sert toute leur reconnaissance là, moi qui suis en train de croupir dans ce trou? Mmh. Ouais, mais carrément, ouais, ouais. Mmh. Et là, il a une prise de conscience. Il dit waouh. Et là, il y a un effondrement chez Ulysse, un effondrement même identitaire. C'est-à-dire, en fait, tout à ce quoi il se raccrochait, finalement, bah, Achille, qui était pour lui un modèle à ce niveau-là, lui dit qu'en fait, tout ça, c'est du vent. Et là, d'un coup, il y a un vide. Mmh. Et il doit combler ce vide par autre chose. Et c'est là où ça renforce, en fait, son besoin de rentrer à Ithaque. Et ça parle dans nos vies de toutes les fausses gloires qu'on se crée. Hein, la Mmh. réussite financière, la réussite matérielle, quand elle est juste utilisée pour elle-même, hein, j'entends bien, pas quand elle Mmh. est un moyen, hein, mais quand c'est une Mmh. fin en soi. Mmh. Être une star, être connu par mes parents, par mes amis, avoir Mmh. une belle femme, un bel homme, n'importe quoi, Mmh. hein. Mmh. Euh, Mmh. Toutes ces vanités-là auxquelles on s'accroche pour se donner une constance, une Mmh. consistance, et ben en fait, des fois, la vie nous les enlève, Mmh. nous les arrache, ou on se rend compte qu'en fait, ça ne nous nourrit plus, Mmh. que c'est vide. Et là, il y a une phase de dépression qui peut arriver, une phase de traversée du désert ou de nuit noire de l'âme, qui est, de mon point de vue, nécessaire pour ensuite trouver autre chose, qui est en fait notre vrai désir. Et je crois que toute l'Odyssée, c'est comment on trouve notre vrai pourquoi. Et c'est là pourquoi c'est une quête de sens. Hein, c'est pourquoi je vis, pourquoi je meurs. Hein. C'est-à-dire pourquoi je suis ici et qu'est-ce que j'ai à faire d'unique que moi seul peux réaliser et qui va me remplir de joie et d'allégresse et de plénitude et qui en même temps va contribuer à améliorer l'humanité. Mmh. Et je crois que c'est ça le sens des mythes. Ce sont des messages qui parlent au cœur des hommes, qui traversent les barrières culturelles, qui traversent les époques, qui traversent aussi nos systèmes de croyances, nos visions du monde, et qu'au final, qu'on soit athée, croyant ou n'importe quoi, quand on lit un mythe, ça parle. Il y a Bah, quelque ouais, mais chose qui parle. il y a des points communs. On parlait d'Excalibur, mais le Seigneur des Anneaux, tu sais, Oui. il y a des points communs puisqu'au final, avec cette histoire du tu sais, le roi, le retour du roi, Ah, mais qui oui. qui a peur de commettre d'avoir les mêmes défauts que son aïeul, son ancêtre qui avait cédé, au pouvoir de l'anneau et il s'est dit: «J'ai la même faiblesse» et du coup, tout le monde attend à ce que ce soit l'homme providentiel, mais l'homme providentiel véritable ne veut pas, il a peur de ça, d'être un homme présidentiel et au final, il a besoin plus de finalement de faire un travail intérieur sur lui-même Ah et ben oui. on retrouve toutes ces choses dans Le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs même l'anneau de pouvoir en lui-même, c'est, il faut, le ramener à l'endroit où il a été forgé, c'est-à-dire, monter là-haut. Remonter à l'origine encore. Ouais, mais remonter, à la montagne du destin, ça fait Ouais. penser à un peu, gravir les échelons du pouvoir pour arriver au pouvoir et au moment où tu l'as le pouvoir de pouvoir détruire et changer les choses, tu dis: «Mais non, en fait, j'en ai trop chié pour en arriver ici, je le Je le garde, c'est garde. à moi» et Ouais, c'est ça le ouais, piège, même ouais, physique. ouais, non, mais magnifique. Frodon lui-même tombe dans le piège à la Ouais, fin, bien hein, vu. Ouais, très bien c'est vu. pas mal et c'est par malheureux concours de circonstances, en se battant avec un autre qui le voulait aussi le pouvoir, qui le casse en fait. Tout à fait. Sinon il lui-même aurait été, piégé par ça et je trouve que oui, il y a cette symbolique-là, elle était plutôt pas mal et tu vois, dans le fait de, on retrouve ça un petit peu aussi sur, voilà, Ulysse qui doit revenir à Ithaque, pour s'imposer, en tant que roi parce qu'il y a tous les prétendants, ils veulent tous finalement le pouvoir, hein. Ils veulent tous, ils s'en Ouais, foutent de ouais. Pénélope, hein, il y en Et a, tu la vois, mais plupart, ils ça, sont plus jeunes qu'elle et ils veulent juste ouais, le ouais. pouvoir.
Mais c'est intéressant quand tu parlais de l'homme providentiel qui doit faire un travail sur lui. Bon, on a bientôt les élections en France. L'homme providentiel, dans tous les cas, il a intérêt à faire un gros travail sur lui, si tant Ouais. est qu'il y en ait un. Bah, parce Oui, oui. qu'aujourd'hui, on est loin de la noblesse des personnages, des mythes, c'est sûr. On est Ah des humains. oui, non, mais oui, carrément. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est Et pour ça donc, que je dis, c'est ouais. plus des sirènes qu'on a. On a affaire plus à des sirènes qu'à des. Tu sais, le chant des sirènes. On a le chant des sirènes Bah, quelque ici. part, tu sais, maintenant que ça me vient, on pourrait dire que De Gaulle, à l'époque, hein, je ne suis pas gaulliste, je ne fais pas de politique, hein, il n'y a Oui, pas, oui, pas d'histoire, hein, mm, mais peu importe, même si j'étais gaulliste, ce n'est pas le problème. mm, Euh, mm. De Gaulle, finalement, il a vécu quelque chose d'Ulysse, Mhm, mhm. archétypalement. Hein. Ouais, 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 Il je a, vois. il a, il a, il a fui il a fui la France, hein, il a œuvré de l'Angleterre pour travailler sur la libération de la France, et ensuite il y a eu un retour en France, et où il est Oui, devenu le roi, puisqu'il est devenu président. en effet. Tu Mm. vois, il y a une structure mythologique aussi qu'on retrouve ici. En effet, ouais, ouais. Ouais, ouais. Après, peut-être aussi, justement, le roman national, parce qu'il y en a toujours un, euh, il utilise aussi cette façon de narrer les faits, même si c'est des faits historiques, mais de mettre en avant ces aspects-là pour justement créer des mythes hein, de tous peut-être des grands personnages. Je pense que peut-être, tu vois, on pourrait sur Alexandre le Grand, on pourrait en faire un récit aussi, tu vois. Il y Oui, en oui, a. non, mais là, mais je veux dire, par exemple, pour De Gaulle, Hmm. pas besoin d'être Oui, pro ou anti-De Gaulle. pas Bah, besoin d'aller chercher très loin. En fait, c'est assez récent dans l'histoire c'est du simple. pays. Voilà, qu'on est Effectivement. d'accord ou non avec sa vision de la France, peu importe. Oui, Mais oui. moi, je vois juste la structure mythologique, tu vois. Mais carrément, ouais, ouais, Hein. bien sûr, ouais, c'est C'est quelque intéressant. chose du retour du roi, Ouais, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, tu ouais, vois. c'est vrai, c'est vrai. En Mm. effet, en effet. Et donc, c'est certainement que si on analysait l'histoire, les grandes figures politiques majeures, on retrouverait des mythologèmes proches de l'Odyssée. C'est possible. Ouais, ouais. Je m'étais pas posé la question sous cet angle, mais ouais, ouais. Ah oui, C'est ah bah oui, intéressant. il faut bien que n'oublie pas que du point de vue spirituel, ce ne sont pas les hommes qui créent les mythes, ce sont les mythes qui créent les hommes. Ouais, je vois ce que tu veux Tu dire. vois? C'est-à-dire, en Hmm. fait, les mythes préexistent et en fait, l'homme est inspiré par ces structures de sens. Et donc, tout ce qui se passe dans la matière est coordonné. Là, bien sûr, je suis dans une vision platonicienne. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Hein, on peut être pour, on peut être contre. Hein. En tout cas, dans cette vision néo-platonicienne, c'est le monde des idées hein, qui préexiste au monde de la matière et qui l'influence. Hein. Du coup, Et ben, c'est pas déconnant parce qu'on se rend compte que ce sont les idées qui dominent le monde. Hein. ça amène justement à cette question, existe-t-il un modèle universel du héros? Et pourquoi ces récits, justement, traversent les siècles? Bah, On a plus ou moins oui, cette c'est ce réponse. qu'on avait parlé de Joseph Campbell, hein, Ouais. le héros aux mille visages, hein, Mhm, qui avait assez travaillé là-dessus, hein, sur mhm, les structures héroïques dans différentes époques, dans différentes traditions. Euh, on sait à peu près ce qui fait le héros. C'est-à-dire, le héros, c'est souvent un homme ordinaire à la base, qui n'a pas forcément de pouvoir, voilà, qui est un peu lambda, hein, tu vois. Et puis il lui arrive quelque chose qui casse son quotidien, sa routine. Il y a une perte, hein, tu vois, Luke Skywalker qui perd toute sa famille, hein, tu vois, mhm, voilà, mhm, qui est tué. Et ce héros, il est désemparé, il ne sait pas comment faire, et il trouve hein, mhm, un mhm, mentor qui va le former, qui va lui rappeler comment ça se passe dans le grand monde, et qu'ensuite il va l'amener à combattre les forces du mal, hein, quelque part, et qu'une fois qu'il aura rétabli l'équilibre, finalement, il mhm, pourra revenir dans sa ville natale et devenir le roi et transmettre. Hein. mhm. Ça, c'est vraiment une structure qu'on retrouve dans beaucoup de récits. Euh, Ouais, ouais. si tu veux, on peut essayer d'avancer vers une conclusion, Ouais, bien sûr. hein, parce que le Alors, temps que peut passe et nous qu'on ne veut apprendre? pas que ce soit trop long non plus Bien pour sûr. pas qu'on décroche.
Que peut nous apprendre donc Ulysse aujourd'hui? Pourquoi avons-nous encore besoin de ce genre de récit? Et si tu devais résumer l'Odyssée en une seule idée, laquelle choisirais-tu, Michael? Mhm. Alors, je ne sais pas si je vais résumer en une seule idée, mais je peux dire euh, quelques mots pour conclure, pour que ça fasse sens, et Mhm. aussi pour montrer que les mythes, c'est un outil de thérapie, de connaissance de soi, et qui peut parler à tous les âges et à toutes les personnes, peu importe ses inclinations politiques ou spirituelles. Euh, Mhm. c'est au-delà, en fait, du côté partisan. C'est ça que j'aime aussi dans les mythes. Hein, que ça, Ouais, ouais. quelque part, il y a une forme de non-dualité En euh, effet, ouais, ouais. dans les mythes. Mhm. Bon, Ulysse, c'est quoi? Et C'est d'ailleurs, et d'ailleurs, juste entre parenthèses, il n'y a ouais. pas en réalité de sexisme parce qu'on te parle de dieux et de déesses, donc ils Oui, sont à oui, oui, égalité. Le oui. côté masculin-féminin est à égalité en termes de force. Tu vois, tu as des personnages féminins qui sont plus fortes que Ulysse, en l'occurrence Bien dans sûr, bien l'Odyssée. sûr. Tu as des pareils entre les dieux et les déesses. C'est des rapports de force qui des fois s'équilibrent ou se déséquilibrent, mais il n'y Mhm. a pas le côté, tu sais, patriarcal dont on parle souvent en voulant faire croire que des fois, il y a des récits qui sont très patriarcales. Je trouve pas dans l'Odyssée qu'on ait ça. Je trouve que c'est assez diversifié, justement. Bah, on trouvera toujours quelque chose à redire. Ouais. On pourra très bien dire que ben, c'est pourquoi c'est Zeus qui est le chef du monde et c'est pas Héra, tu vois. Oui, mais pourquoi Zeus Bon. c'est méchant au final? C'est pas, Mais, mais, il est pas sympa. mais en fait, c'est même pas qu'il est méchant ou pas méchant. Oui, oui, C'est c'est une force intérieure en nous que, oui. que Mais ce que je veux homme ou dire, c'est femme on qu'il a, possède. il a pas toujours le beau rôle dans le personnage. Justement, c'est ça qui est complexe dans ce. C'est plus un espèce de démurge quelque part. Zeus, la façon dont il est représenté, puisque c'est un personnage qui est capable de, enfin voilà, Mais il est assez ambivalent, en fait, voilà. Zeus, dans toute la mythologie, parce que il a une facette très bienveillante aussi, Zeus. Hein. Il, Ouais, il- ouais, il est, il est bienveillant avec sa fille Athéna. Il lui cède presque à tous ses caprices à Athéna. Hein. À chaque fois, il commet des fautes, et puis c'est Athéna qui vient le voir, qui dit non, mais vas-y, c'est Ulysse, laisse-le tranquille. Et il dit ok, t'es ma fille, je ne vais rien faire. Tu vois, il aime ses filles, il aime sa fille Artémis. Artémis, qui est la chasseresse, hein, qui est la sœur jumelle d'Apollon, quand elle lui dit, Artémis lui dit, hein, dans la mythologie, écoute, moi, je veux pas tu me parles pas de Marie, peut-être c'est la première féministe, hein, tu vois, ouais, 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 tu ouais. me parles pas de Marie, moi je veux pas tes robes, tu me donnes des pantalons où je préfère courir nu avec des loups dans la forêt, hein, tu Mais oui, vois. mais c'est ce que je te disais, en fait, c'est très moderne dans le sens où des fois les gens ont l'impression que la modernité, c'est quelque chose qui, en fait, résulterait de un long processus d'évolution, alors qu'en fait, il y avait des choses qui étaient déjà présentes Bien quand sûr, on y remonte, en fait, qui étaient déjà présentes. Et je pense qu'il y a peut-être des phases, tu vois, il y a des moments où il y a des œuvres comme ça qui émergent et qui sont universelles et qui parlent à tous, tu vois. bien Parce que je sûr, pense que 3000 ans après, quand même, un truc comme l'Odyssée, si ça parle encore et que la grille de lecture qu'a choisi d'adopter Nolan, en plus, elle s'y prête. Je trouve que c'est pas déconnant du tout. Le côté un petit peu psychologique qu'il a amené, notamment avec, alors si tu veux spoiler, peut-être justement la déesse Athéna par rapport à Ulysse dans le film, euh, la révélation sur son identité. oui, oui. Bon, je pense on la laisse, celle-là, parce que c'est beau que les gens découvrent par eux-mêmes. Ouais, bon, allez, ça va. Euh, Mais je- bon, je- je pense que d'autres ont dû déjà spoiler, mais on verra. Oui, mais oui, effectivement. Mais en tout cas, mais ouais, je vais conclure. ça amène un truc psychologique Ouais. qui te fait revoir le film d'une Ouais, autre ouais, ouais, façon. sur une autre facette. Et même, je Mm. trouve que ça donne envie de le revoir Ouais, avec ce prisme. c'est ça, c'est Hein. ça. Bon, on se fait une petite conclusion. Allez, c'est Allez, on va se parti. faire une petite conclusion sur l'Odyssée. Euh, bon, pour moi, c'est vraiment un mythe qui est au cœur des choses, que je continue à travailler. Il faut comprendre qu'un mythe, on le lit pas une bonne fois et puis c'est fini. Un mythe, il nous travaille par couche. Si
C'est-à-dire, on y vient une fois, et puis on y revient, et puis des fois on le laisse tomber des années, et puis il y a un événement dans notre vie, on y repense, et puis on le relit, on a l'impression que c'est un nouveau livre qu'on n'avait jamais lu, alors que c'est le même, mais notre regard a changé, et puis on arrive à voir enfin des choses qu'on ne voyait pas avant. C'est ça la beauté du mythe, c'est que en fait, à n'importe quel âge, on lit le même texte, mais on va y comprendre des couches différentes de nous-mêmes, tu vois. Donc l'Odyssée, c'est pas seulement le récit d'un homme qui cherche à rentrer chez lui, tu vois. Bien sûr, ça existe, hein, c'est une dimension, mais l'Odyssée, ça raconte quelque chose, de mon point de vue, qui est beaucoup plus ancien et beaucoup plus profond, c'est le chemin. C'est le chemin par lequel un être humain, homme ou femme, hein, je précise, apprend à redéfinir la souveraineté, sa souveraineté intérieure. Et être souverain, ça veut dire quoi? Un État souverain ou un souverain, c'est celui qui est autonome, celui qui est individué, qui décide par lui-même. Et justement, à une époque où tu parlais des sirènes politico-médiatiques qui nous influencent politiquement dans un sens, dans l'autre, on ne sait pas où est la vérité, qui fait quoi, d'où, il est important de s'attacher au mât, c'est-à-dire de prendre un petit temps pour, comme Ulysse, se recentrer, méditer un petit peu tous les jours, revenir à un espace de nous-mêmes qui est non mental, qui est au-delà de toute cette propagande dans un sens ou dans l'autre. Hein, déjà, l'enseignement ici peut se faire ici. Hein, être un chemin de souveraineté, ça veut dire que je décide de penser par moi-même, je développe un esprit critique et pas un esprit de critique, un esprit critique, et j'arrive à me faire une opinion du monde qui soit le moins possible influencée par les sirènes qui veulent m'amener dans un sens ou dans l'autre pour ensuite forcément me dévorer ou me vider mon porte-monnaie. Hein, tu vois, on pourrait dire ça comme ça. Et si on reprend rapidement quelques épreuves d'Ulysse, qu'est-ce que ça nous raconte? Par exemple, si tu prends les lotophages, euh, bah, ça nous parle de la notion d'oubli, de paradis artificiel. Hein, finalement, ils arrivent dans une île et puis en fait, ils prennent des drogues et puis ces drogues-là leur permettent d'oublier leur douleur de la guerre. Et en fait, en réalité, ils se perdent en faisant ça. Il faut qu'Ulysse les réveille. Donc, on s'anesthésie un petit peu tous les jours avec différents produits, hein, que ce soit l'alcool, la cigarette, les drogues dures, les drogues douces, les médias, le smartphone, la dépendance affective, la dépendance au porno. Enfin, il y a tellement de dépendances aujourd'hui qui nous permettent de nous d'anesthésier nos douleurs, mais qui en réalité nous font régresser plutôt qu'avancer. Et qu'en réalité, ce n'est pas l'oubli dont on a besoin, c'est de se souvenir, mais en pleine conscience de ce qu'on a traversé pour faire la paix avec soi-même. C'est sûr, c'est comme une thérapie. Quand je fais une thérapie avec quelqu'un, ça prend un certain temps, on va traverser des moments pas évidents, mais quand on a un guide, éventuellement, on peut y aller. Hein, moi, je suis un petit peu Athéna pour mes patients, tu vois. Voilà, j'essaye de les aiguiller dans une direction, mais ça nous permet de sortir de l'oubli et de nous ressouvenir de qui on est et de enfin être nous-mêmes. Voilà. Euh, Ça, c'est une des possibilités hein, qu'on peut trouver. Donc, voilà. Ce qu'on a vu, c'est ça, c'est-à-dire que tout ce chemin-là, c'est le chemin de l'espèce humaine, c'est le chemin de la vie humaine, et toutes les épreuves sont là, en fait, non pas comme une absurdité qui nous tombe dessus et dont on se rebelle, comme le fait Ulysse à un moment donné, mais qu'à un moment donné, si on a l'œil alchimique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire si on a la capacité de transformer nos épreuves en levier d'évolution, alors je crois que la vie, elle prend un autre goût. Dans mon expérience en tout cas, depuis que j'ai intégré cette façon de voir les choses, ça ne veut pas dire que je fais un déni de la souffrance, ça ne veut pas dire que je fais un déni de ce qui n'aurait pas dû dans l'absolu m'arriver ou arriver, et ça ne veut pas dire qu'on fait un déni de la souffrance du monde et qu'on ne fait pas tout ce qu'il faut pour améliorer les choses. Mais plutôt que de se faire écraser par une épreuve et qu'en fait ça ne sert à rien, parce que finalement, si on se laisse écraser par elle,
ben, elle nous a eus et finalement, ça n'a aucun sens. Et ben, si on prend l'épreuve et qu'on prend le temps de se poser, comment on analyse ici les mythes, analyser le mythe de notre épreuve, on va tirer un enseignement qui va nous faire grandir vers nous-mêmes. Et je crois, pour terminer, que chaque être humain a son mythe fondateur. Et les mythes, en fait, nous disent tout simplement que chaque être humain peut écrire sa légende personnelle, peut écrire son propre mythe. Et si on prend les histoires des vies, depuis 25 ans que j'accompagne, j'ai vu des romans entiers de vies passées, hein, et on pourrait vraiment, avec les gens que j'ai accompagnés, créer des mythes entiers. C'est pour ça que tout à l'heure, tu faisais la référence au général de Gaulle, parce qu'en réalité, c'est Bien un sûr. peu quelqu'un qui a créé son mythe aussi en évoluant voilà, par la force des choses dans la vie, des obstacles qu'il a rencontrés, etc. Et qu'il en a fait quelque chose de positif, en fait, et que tout le monde pourrait faire ça, en fait. C'est pour ça que tu as un peu pris cet Oui, bah, exemple-là. totalement. Bah, même tu lis des biographies, hein, quand tu vois des biopics aussi de stars bah, en fait c'est pas différent de nous. C'est sûr, il y a une gloire différente, mais au fond ils ont des épreuves aussi. Ils sont poussés à réaliser des choses et par monts et par vaux ils y vont. Tu vois, voilà, quand tu vois le film Michael, le biopic, tu vois, il parle de Michael Jackson. Bah, Michael Jackson, c'est aussi un mythe, quelque part. Hein. Oui, c'est vrai. Après, pour le film de Michael Jackson, tu sais ils ont, c'est un peu la famille et les avocats Oui. qui ont un Bon. petit peu orienté pour qu'on mette un peu sous silence certains aspects. Oh, d'accord. Ils disent des vérités, mais il y a des trucs qu'ils n'ont pas voulu, où ils avaient demandé de reshooter certaines scènes au réalisateur parce ils n'avaient pas envie que certaines choses soient montrées. Du coup, Non, mais et oui, je crois, c'est il pas le paraît, problème. ils vont faire, non, c'est pas tellement le problème, c'est juste Hmm. une petite parenthèse. Je crois qu'il devrait y avoir même un autre film qui va parler de la suite, en fait. Mais c'est pareil, on ne sait pas exactement qui va le réaliser parce que le réalisateur du film Michael, alors, il avait le projet ambitieux de faire un film sur Hannibal avec justement Denzel Washington dans le rôle d'Hannibal. Pourquoi pas? Mais du coup, je crois que c'est un peu en stand-by parce que ça demanderait beaucoup de moyens. Donc, faudrait voir un petit peu si c'est toujours d'actualité, parce que ça risque d'être quelque chose d'assez exceptionnel. Hmm, Mais à hmm, mon avis, il y a des chances qu'il lui demande de faire une suite à ce film de Michael, hmm. qui serait plutôt une œuvre de commande, et peut-être derrière, ça lui permettrait d'avoir le financement pour Ouais, faire c'est son possible. film sur Hannibal. Voilà, mais bon, voilà, juste Je- qu'on termine sur cette Oui. idée, en fait, que quand tu lis un mythe, quand vous lisez un mythe, imaginez que le mythe a été écrit uniquement pour vous-même. Mhm. Voilà. Je Ouais. terminerai là-dessus. Bah oui, en Merci à fait, du coup, tous. Ce sont ouais, des grands récits. On a l'impression que ça ne parle qu'à nous-mêmes, mais en fait, ça parle à tout le monde, à chaque individu, à chaque individualité, parce que la force de ces récits, c'est que ça touche à des choses qui sont de l'ordre de l'intime, en fait, et que ceux qui les ont écrits, ces œuvres-là, ils ont beaucoup réfléchi justement sur tous ces aspects-là de toutes ces quêtes de pouvoir, parce que ça parle de passion, ça parle d'amour, ça parle de haine, ça parle de beaucoup de choses qui traversent euh, les passions, les raisons, les déraisons humaines, en fait. Ça parle de tout ça. Tout à fait. Ben, écoute, on a fait quasiment presque 2 heures. Michael, je te remercie vraiment. C'est toujours un plaisir de faire un live avec toi. Merci de m'avoir Euh, invité. Ah ben, merci à toi. J'espère qu'on aura l'occasion de temps en temps de faire un live sur des... De toute façon, c'est toujours intéressant. Donc, tu es une personne, un invité avec qui enfin, tu fais des interventions de qualité toujours. Et, Merci. euh, et donc, je vais mettre dans le descriptif sous la vidéo, vous pouvez regarder le lien
qui renvoie vers, la chaîne, YouTube, de Michael et puis, d'autres liens aussi, peut-être que tu me communiqueras, pour ceux qui veulent en savoir plus sur, ton travail, Ça marche. voilà, et tes compétences, voilà. Allez, merci. À très bientôt. Merci à toi, Michael.